On va voir un sujet qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui va être moins prise de tête et de crâne que les autres parce qu'il est un peu plus marrant. C'est la question de la culture. Alors je sais pas si vous connaissez cette citation de Malraux, moi qui me fait mourir de rire. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et en fait, ça s'applique vachement bien dans une entreprise. Vous allez le voir. Je pense que la culture d'une entreprise, c'est ce qui reste quand on a viré tout le monde. La culture, en fait, c'est un concept qui est très 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 galvaudé, dans le sens où, en France, la culture d'entreprise, c'est vraiment vu comme quelque chose qui n'a pas forcément de sens ou d'intérêt. Vous savez, quand vous arrivez au siège de la SNCF, il y a marqué innovation, en gros, comme ça. Et puis les gens se disent, ah oui, oui, la blague, oui. Mais bien sûr. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre ce concept au sérieux, parce que le sujet du jour s'appelle Culture and Roots. C'est roots en anglais, c'est la racine, c'est le fondement. Avoir une bonne culture, c'est le fondement même d'une start-up. D'ailleurs, vous verrez ici, il y a une sorte d'obsession sur ces sujets-là. Si vous regardez, alors c'est un peu moins impressionnant parce que dans un petit appartement, c'était encore plus visible, mais on a sur tous les murs nos motos et nos éléments culturels. Vous rentrez, il y a un manifeste. Je pense que toute personne qui n'est pas d'accord avec ce manifeste n'a juste même pas le droit de rentrer ici, en fait. Donc c'est un point assez important d'être assez extrémiste dans sa culture. Et donc en fait, le problème de culture, c'est que c'est un concept très vague. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire les valeurs qu'on a dans une entreprise, ça peut vouloir dire les règles de bonne conduite, ça peut vouloir dire le type de profil et de talent qu'on veut attirer, etc. Mais en fait, tout ça n'est pas très important, parce que ce qui est réellement important, c'est que vous arriviez à pouvoir être décrit de l'extérieur sans hésiter. Que vous connaissiez la culture ou pas de Google, dès que vous avez rencontré 3, 4, 5 personnes qui travaillent à Google, vous voyez qu'il y a une sorte d'élément commun assez imperceptible. Vous n'avez pas besoin de connaître la culture de Facebook pour voir ce que Facebook essaie de faire et essaie d'exprimer. Parce que quelque part, les cultures réussies et les cultures bien programmées sont des choses immanentes. Elles transcendent l'entreprise même et elles vont assez loin. Et alors la culture, c'est ce qui permet de faire la différence. La culture, c'est ce qui permet à un moment donné, à un contrat donné, à un recrutement donné, au lancement d'un produit donné, etc., etc. La culture, c'est ce qui fera que quelqu'un switchera en votre faveur plutôt qu'en la faveur de quelqu'un d'autre. Il y a des éléments culturels forts du genre, par exemple, si vous êtes chinois, tout Chinois sur Terre préfère travailler avec une entreprise chinoise qu'une entreprise étrangère. À peu près dans tous les pays du monde, on préfère les médecins de son pays aux médecins des autres pays. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné quand je voyage avec des Français à l'étranger. C'est quand ils tombent malades, la panique de se faire soigner par un médecin, comme si le seul endroit au monde où il y avait des écoles de médecine, c'était la France. Ben, ça, c'est de la culture. C'est pas rationnel, c'est pas explicable, mais c'est là, c'est présent, et ça influe sur des comportements qui peuvent avoir des conséquences graves. Le nombre de gens qui meurent à cause de rapatriement alors qu'ils n'auraient pas dû être rapatriés est flippant. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, il vaut mieux être soigné sur place qu'être mis dans un avion, rapatrié pendant 12 heures et soigné 15 heures plus tard, en cas de problème très grave. Donc je vous encourage, si un jour ça vous arrive, faites confiance aux médecins locaux. En moyenne, en fait, ils sont meilleurs qu'ailleurs. Parce qu'en moyenne, c'est beaucoup plus dur d'être médecin dans ces pays-là qu'en France. Mais la culture, donc, c'est l'élément différenciateur. C'est ce qui fait que toute chose égale par ailleurs, vous allez pouvoir bâtir quelque chose en votre faveur. Et la culture, c'est ce qui permet aussi, quelque part, de scaler. Pensez-y, comment vous passez de 50 à 2000 employés en quelques mois, en quelques années, sans que ça parte dans tous les sens et sans que, en fait, votre entreprise devienne imbuvable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui vivent ce genre de croissance qui deviennent imbuvables. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la culture pertinente. Elles n'ont pas l'élément qu'il faut pour pouvoir transmettre ce savoir homogène. Un exemple que je cite tout le temps et que j'aime beaucoup, si vous aimez lire des biographies ou des histoires de vie, il y a un livre que je trouve génial, c'est I Feel Lucky. C'est l'histoire du 49e employé de Google qui a fait un exercice que je trouve extraordinaire, c'est qu'il a parlé honnêtement
et vraiment très honnêtement de son expérience à l'intérieur de Google. Et en fait, toute la thèse du bouquin se résume par j'aurais dû me faire virer toutes les semaines et ces cons m'ont gardé. Et le type arrive en fait, donc il est assez senior, il arrive dans une entreprise comme Google et il se sent complètement paumé parce qu'il comprend rien. Et donc il est responsable du marketing, mais il n'a pas de budget marketing. Alors déjà, il essaie de convaincre les types de Google de dépenser de l'argent en pub. Il fait une board presentation, etc. Ça finit mal. Donc le chapitre est très drôle. Où il raconte. Alors après, il se dit bon, bah si j'ai pas d'argent pour faire du marketing, je vais lancer des miles. Et donc son idée, c'était plus vous faites de recherche sur Google, plus vous gagnez des points, et vous pouvez échanger ces points contre je sais pas quoi. Et donc Larry Page, je lui dis miles are evil. Le type, il comprend pas. Et en fait, il explique qu'il a mis 2 ans à comprendre la culture Google et à devenir un Googler dans sa tête, mais le jour où c'est arrivé, c'est devenu un Googler fanatique. Mais en fait, il était où le problème? Il était que Google, dans les 2 premières années de sa vie, n'avait pas défini sa culture. Pourquoi Google ne fait pas de miles? Parce qu'au fond de la culture de Google, il y a quelque chose d'omniprésent, c'est le choix du client et la liberté du client. Pourquoi on crée des programmes de miles? On crée des programmes de miles pour obliger quelqu'un à prendre un billet plus cher plutôt qu'un billet moins cher, sous prétexte qu'il va gagner des miles pour lui. Vous savez, c'est ça en fait les programmes de miles. Parce que les types achètent avec leur entreprise, donc à plus ou moins, ils s'en fichent. Mais donc ça limite le choix. Évidemment, la culture, c'est aussi ce qui fait la différence dans le recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un, vous avez un problème souvent quand vous êtes une start-up, c'est que vous devez expliquer pourquoi il faudrait venir travailler pour vous. En général, les gens de talent, ils ont autre chose à faire dans leur vie que venir travailler pour quelque chose d'incertain, puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup d'offres de choses certaines. Il y a quand même un élément omniprésent dans toutes les petites entreprises, c'est que c'est beaucoup plus facile de bâtir de la culture dans une petite entreprise que dans une grande, parce que par définition, c'est beaucoup plus simple de communiquer quelque chose à un petit groupe homogène qu'à un très, très, très grand groupe hétérogène. Et ça, c'est un point auquel il faut faire très attention. Parce que moi, je vois cette erreur à longueur de journée. C'est les startups qui recrutent sur un critère de compétence. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Sur quoi d'autre recruter que la compétence? La compétence dans une startup, c'est une illusion. 99% des cas, les gens trop compétents dans une startup font des katas. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a rarement dans une startup le niveau de travail nécessaire à occuper quelqu'un de réellement compétent. Prenons un exemple tout bête. Vous êtes une startup, vous avez développé votre produit quelconque, et vous avez besoin de recruter pour avoir votre premier vendeur. Et là débarque un vice-président d'une grande organisation de vente. Donc disons que vous faites du logiciel pour entreprise et c'est le vice-président des ventes de Salesforce qui vous contacte et qui vous dit j'adore votre startup, j'ai envie de la rejoindre et j'ai envie de venir avec vous et travailler avec vous. Alors là, vous dites c'est génial, il a un profil incroyable. Et à côté de ça, vous avez un candidat qui est un junior qui n'a aucune expérience. Et puis le vice-président des sales, évidemment, vous le choisissez à l'autre, il vous rejoint. Et puis 6 mois après, si vous êtes courageux, vous l'avez viré. Donc 6 semaines après, vous l'avez viré. Alors moi, j'ai même une expression sur ces gens-là, c'est 6 mois à embaucher, 6 semaines à virer. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un problème culturel profond. Personne ayant de la compétence et ayant des années de carrière successful ne peut venir dans un endroit où il n'y a rien qui a été prouvé encore et ne pas jouer au papa. C'est juste pas possible culturellement. Parce que c'est juste trop tentant. Et en plus, ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus, au sens d'une start-up. Un VP Sales à Salesforce, son boulot, c'est d'embaucher des sales, de vérifier qu'ils font leur travail et de les motiver. Ça fait des années que le type n'a pas vendu un contrat lui-même. Et donc vous vous retrouvez en fait avec un mismatch énorme entre ce dont vous avez besoin et la compétence disponible. Et ça, c'est un problème beaucoup plus grave qu'on imagine et c'est un problème beaucoup plus récurrent qu'on imagine. Et pourquoi en fait ce problème il émerge? Il émerge parce qu'il n'y a pas eu de réflexion préalable sur quelle était la culture de l'entreprise. C'est très très dur de partager une culture avec des différences d'âge grandes. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Les jeunes doivent faire des boîtes avec des jeunes, les vieux doivent faire des boîtes avec des vieux. Alors vous allez me dire, ah mais la diversité, les machins, empiriquement, la diversité dans une startup, ça n'a jamais fonctionné.
D'ailleurs, il y a une étude assez marrante sur le sujet, c'est Startup Genome Project. Startup Genome Project, ils ont crunché les datas de 150 000 startups. Ils n'ont rien découvert sur ce qui faisait qu'une startup était successful, à part deux choses. Vraiment, après, je suis le premier chèque de l'histoire de Startup Genome Project, donc je connais la vraie histoire. Ils ont fait plein de marketing, ils ont balancé dans la presse plein de corrélations que les journalistes adorent. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a que deux données qui ont vraiment l'air d'avoir un lien causal et qui ne sont pas juste du genre, quand les hirondelles émigrent en Alsace, il y a plus de bébés qui naissent, quoi. Données réelles, parce qu'en fait c'est un hasard, mais la période de migration des hirondelles tombe pile poil au moment où les gens font le plus d'enfants. Et en fait, qu'est-ce que Startup Genome Project a découvert? Ils ont découvert deux choses. La première, c'est que se lancer tout seul, on a 99% de chances de foirer, de plus que si on est deux. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment 0-1. C'est l'un des rares enseignements. Les types qui ont fait des boîtes tout seuls, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Statistiquement, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, évidemment. Tout le monde, un jour, va trouver un mec. Mais statistiquement, c'est très dur. Et la deuxième chose qu'ils ont trouvé, et ça, c'est vraiment beaucoup plus marrant, c'est qu'un écart type de plus de 4 ans dans la moyenne d'âge des fondateurs, et vous êtes sûr que le taux de succès de la boîte s'écroule. 4 ans de moyenne. Et alors, ils se sont beaucoup posé la question de pourquoi. Et alors, eux, ils ont leur théorie, moi j'ai la mienne. La mienne, c'est que c'est très, très, très dur de partager une culture quand on a une différence d'âge énorme. Donc, en fait, ce n'est pas un problème d'âge. Il y a des gens qui sont plus ou moins en avance ou en retard par rapport à leur âge. Mais c'est très important de réussir à être sur un pied. Et ce n'est pas un pied d'égalité en termes de respect. J'ai un ami qui m'a raconté une plaisanterie pas très fine, mais qui expose bien la culture. C'est un père qui dit à ses amis ah oui, moi je suis pas raciste, il n'y a vraiment pas de problème. Mais bon, ma fille ne se mariera pas avec un noir. Ça, c'est la culture. C'est-à-dire que, évidemment que rationnellement, le type va se dire mais non, je n'ai aucun problème avec ça, ou je ne suis pas homophobe. Puis bam, votre fils, il est gay. Puis là, c'est plus fort que vous, toute la rationalité s'écroule. Et puis il y a quelque chose d'émotionnellement très fort qui revient et qui émerge à la surface, et qui émerge avec toute la force de l'irrationalité. C'est-à-dire des trucs débiles. Un autre point culturel dans le recrutement, c'est par exemple les ingénieurs, dans 90% des cas, on va dire, ne supportent pas les non-ingénieurs et la façon de faire des non-ingénieurs. C'est connu. Enfin, quand vous avez été ingénieur dans votre vie, vous avez une certaine vision du monde, etc. Toutes les boîtes qui ont essayé des conneries du genre ouais, un ingénieur s'associe à un non-ingénieur et puis ils vont faire des trucs incroyables parce qu'ils s'apportent l'un à l'autre. Ça finit toujours de la même façon. Il y a un an de lune de miel et après c'est la cata parce qu'il faut prendre des décisions importantes et on n'arrive plus à se comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de culturel. Donc il faut chercher des diversités de compétences, mais il faut chercher une homogénéité culturelle. Par exemple, The Family, les gens quand ils voient les trois cofondateurs, ils se disent il y a aucun, c'est une diversité incroyable, c'est une complémentarité incroyable. Mais ce que les gens ne voient pas de l'extérieur, c'est le point d'homogénéité extrêmement fort qu'il y a dans cette équipe fondatrice, qui est pour moi l'homogénéité la plus forte que j'ai jamais eue. Il y a vraiment une sorte de culture barbare, et une sorte de violence chez les trois, dans un style très différent. On partage la violence en fait. C'est l'élément présent dans The Family qui fait que ça passe ou ça passe pas avec The Family. Mais c'est un point culturel fort. Dans The Family, on se dit les choses. Personne n'a jamais peur de dire à un autre qu'il est débile. Ou que c'est de la connerie, ou que c'est pas bien. Et en fait, ça, et le fait que les gens n'aient pas d'ego vis-à-vis de ça, c'est le point d'homogénéité bien plus important que machin était entrepreneur, machin a fait l'ENA, machin a fait le camping. Ça compte pas en fait. Ça aurait pu être, vous auriez pu mettre n'importe quelle autre compétence dessus, c'était pas important. Ce qui était important, c'est que 99% des décisions qui sont prises ne sont jamais discutées. Mais vraiment, jamais discutées. Et moi, j'ai remarqué que toutes les équipes qui avaient besoin de discuter les décisions, c'était des équipes où il y avait un gap culturel entre les fondateurs. Alors la culture, c'est plein de choses évidemment. C'est plein de choses et on va commencer par une définition négative. Les startups de la vallée ont donné une vision un peu biaisée de leur culture à cause de leurs perks. Vous savez, les perks, c'est le yoga gratuit, le fait d'avoir le droit d'amener son chien au travail, le fait qu'il fasse votre linge.
Ça c'est pas de la culture. Ça, c'est pas un élément différenciant. Au mieux, c'est un avantage que les salariés ont. C'est pas quelque chose de structurant. Donc là, il faut surtout pas confondre culture et ce côté cool de boîtes qui savent plus quoi faire de leur argent. C'est c'est deux choses différentes. Vous pouvez, par exemple, l'un des endroits les moins drôles sur Terre où travailler, je pense que c'est Lazare Frères. Chez Lazare Frères, vous amenez pas votre chien. Vous ne discutez pas ce que les gens vous disent. Vous travaillez 18 heures par jour. Mais on ne peut pas nier que Lazare Frères a dans la banque d'affaires l'une des cultures pratiquement sectaires. C'est l'explication la plus courante qui est donnée par la culture. C'est un livre que vous pouvez lire qui s'appelle Built to Last de Jim Collins, qui est un livre dans les années 90 qui a fait grand succès. Et où il dit il y a une caractéristique commune à toutes les boîtes qui ont un succès extraordinaire, incroyable, fantastique, c'est qu'elles ressemblent à des sectes. Et il y a des analogies énormes entre la secte et la façon dont sont construits, pensés, imaginés les sectes et ces sociétés-là. D'ailleurs, ça a donné une citation très très drôle qui me fait toujours beaucoup rire. Les bons fondateurs créent une entreprise, les très très bons fondateurs créent une grande entreprise, les meilleurs fondateurs créent une religion. Il y a cette idée. Alors, c'est ce qu'il appelle le cult-like culture. C'est que de l'extérieur, vous avez l'impression que les gens sont un peu fous, un peu timbrés, et qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous ne comprenez pas. Alors, il y a un petit problème avec ça. Le bouquin est très bien, il est très amusant, mais il y a toujours un problème avec les explications unifiantes a posteriori du succès. Vous savez, c'est toujours la même histoire. Vous avez des gens qui prennent empiriquement les 10 derniers grands succès, et ils vous disent, tiens, ça c'est le point commun entre les 10 succès, donc c'est l'explication du succès de ces 10 boîtes. Petit cours de philo, en philo on appelle ça une évidence rétrospective, et les évidences rétrospectives n'ont pas valeur de vérité. Elles n'ont pas valeur de vérité, pourquoi ? Parce qu'à une conséquence donnée, il peut y avoir des multiples causes. Une cause égale une conséquence, ou une cause égale de multiples conséquences, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'une cause donnée peut avoir différentes une conséquence donnée peut avoir différentes causes, et c'est ce qui explique que le monde est aussi complexe à expliquer. Donc, le problème, c'est quoi le gros souci avec ça ? C'est que la thèse sous-jacente que Jim ne dit pas, c'est de dire, en fait, ces types-là, dès le premier jour, se sont dit, je vais créer un culte. Ils se sont dit, dans ma boîte, il y aura un cri de ralliement. Dans ma boîte, il y aura je ne sais pas quoi. Et quand vous parlez avec les types qui ont fait ces boîtes, ils vous disent, non, pas du tout. Assez bizarrement, ça s'est fait très naturellement, de façon très organique, etc. Prenons un exemple. Don't be evil de Google. Don't be evil de Google. L'histoire de cette phrase qui est, je pense, le point le plus important de leur culture, c'est qu'un jour, ils ont fait une réunion chez Google, je crois qu'ils étaient 100 ou 150 employés, et ils se sont dit comment on va faire pour grossir et que les gens comprennent facilement qui on est et ce qu'on veut être. Et puis comme toute boîte qui fait cette réunion, ils ont fini avec une liste de leurs 10 valeurs. Innovation, intégrité, honnêteté, courage, enfin tous ces trucs-là. Et il y a un mec qui a dit, qui s'appelle Paul Buchette, qui a dit, les gars, vous croyez vraiment qu'il y a une boîte qui un matin s'est réveillée en se disant, moi, je vais être malhonnête. Ah, nous, c'est notre culture. Vraiment, c'est notre point fondamental. On est malhonnête, non innovant, et en plus, on fait chier tout le monde. Et on va l'afficher sur le mur parce que c'est nos valeurs. Il dit, c'est débile. Évidemment qu'on veut être courageux, évidemment qu'on veut être innovant, évidemment qu'on veut être honnête. 3 heures d'engueulade plus tard, Paul Buchette a dit une phrase très vraie. Lorsqu'on a plus d'une valeur, c'est qu'on n'a aucune valeur. Dès qu'on commence à faire des listes, on ne voit pas la relation de contradiction qu'il y a. Et il faut choisir la chose la plus unifiante. Si vous dites, vous savez, c'est le grand drame des démocraties contemporaines. Si vous dites, je suis pour la liberté, ça suppose que vous êtes un peu moins pour l'égalité, forcément. Si vous dites que vous êtes pour l'égalité, ça suppose que vous êtes un peu moins pour la liberté. Si vous dites, je suis pour la liberté dans l'égalité, pardon. Oh, le lapsus. Si vous êtes pour la liberté dans l'égalité, bah en fait, vous êtes au pire un fou, au mieux un politicien, quoi.
Mais en fait, il n'y a rien d'unifiant là-dedans et c'est pas conceptuel. Et il a écrit cette phrase « Don't be evil ». Et qu'est-ce qu'il a fait en sortant de cette réunion? Il l'a écrit sur son carnet. Il a été l'écrire sur un tableau blanc, en gros. Et pendant des mois, les employés de Google et tous les gens qui venaient écrivaient Don't be evil partout. Sur les murs, dans les toilettes, dans la cafétéria, dans la salle de sport, partout il y avait écrit Don't be evil. Et à chaque fois qu'un nouveau était recruté, il disait mais c'est quoi ce Don't be evil? Et le type racontait l'histoire. Et vous voyez comment on scale une culture? C'est un point intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des gens quittent Google en disant Google a perdu ce motto. Google n'est plus le Don't be evil que j'ai rejoint. Je refuse de continuer à travailler pour eux. Donc, vous voyez, c'est même devenu pour des profils d'élite la raison de rejoindre et aussi la raison de quitter. Et la culture, ça se met dans des détails. Il y a un très 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 bel article qui a été écrit par mon ami Steve Blank qui s'appelle Les elfes quittent la Terre du Milieu et où il explique une scène qu'il a vécue récemment dans une start-up qui n'a pas réfléchi sur sa culture. La scène est assez fascinante. On demande à Steve Blank de devenir advisor du board d'une start-up qui vient de lever des fonds. Et cette start-up vient récemment de recruter un nouveau... alors Steve Blank, c'est un prof à Stanford spécialisé en entrepreneuriat. Donc il arrive au board et il y a le nouveau directeur financier qui a été embauché après la levée de fonds et qui fait son rapport trimestriel devant le board. Et premier chapitre de son rapport, savez-vous combien nous coûtent les canettes de Coca? Figurez-vous qu'on dépense 60 000 $ par an en canettes de Coca, alors que si les gens payaient 10 cents la canette, bah, ça serait à l'équilibre et on économiserait 60 000 $ par an. 60 000 $ à notre échelle, c'est beaucoup d'argent, c'est le recrutement d'une personne. À l'échelle des gens, 10 centimes la canette, c'est rien du tout. Et là, Steve Blank, à ce moment-là, se dit, tiens, c'est marrant, elle y connaît rien aux startups. Bon, classique chez un directeur financier. Les membres du board vont s'occuper de l'éduquer. Et là, l'investisseur principal répond, oui, oui, tu as tout à fait raison, c'est pas bien du tout. On n'est plus une start-up. Maintenant, il faut faire les choses sérieusement. On n'est plus là pour offrir des pizzas et des canettes. Et là, Steve Blank rentre chez lui et parie avec un de ses copains que dans moins de 6 mois, la boîte est en faillite. Qu'est-ce qui se passe? Les ingénieurs, donc ils installent les machines payantes. En moins de 7 semaines, 21 ingénieurs sur 25 dans l'entreprise démissionnent. Alors les gens, quand on raconte cette histoire, ils se disent mais ils n'ont quand même pas démissionné pour une canette à 10 centimes, c'est quoi ces conneries? En fait, c'est pas le problème de faire payer la canette 10 centimes, c'est pas ça. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que ces types-là, ils ont rejoint une boîte, ils ont travaillé comme des fous, et ils étaient tellement dans leur travail qu'ils n'ont pas vu ce qui se passait autour d'eux. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un nouveau directeur financier qui était un connard, ils n'ont pas vu que le patron était en train de délirer totalement, ils n'ont pas vu que l'investisseur n'était pas bienveillant, ils n'ont pas vu tous ces éléments culturels parce qu'ils étaient en train de bosser. Et en fait, le fait d'aller au distributeur et de voir que c'est payant, ça les a fait évaluer qu'est-ce qui se passait. Et en fait, c'est un peu, vous savez, vous levez la tête et vous découvrez qu'en fait, l'environnement a changé. Et comme c'est des types qui ont autre chose à faire que de perdre leur temps et que vous êtes dans un marché de l'emploi extrêmement demandant, bah, les gens posent leur démission et en 1 heure retrouvent un travail dans une entreprise qui a une culture plus enthousiasmante et plus sympathique. Et ça, en fait, ça montre à quel point la culture est importante. Pourquoi la canette payante, c'est un élément culturel? C'est parce que finalement, l'enjeu, c'est ni le prix de la canette, ni ce que ça représente. C'est est-ce qu'on est dans une entreprise où on donne tout à l'entreprise et l'entreprise nous donne tout? Si l'entreprise nous donne des canettes à 10 centimes, bah moi, je vais partir le soir à 6 heures et je vais arrêter de rester jusqu'à 21 heures. Vous voyez comme la culture peut venir dans des choses assez idiotes et assez symptomatiques. Alors, d'autres exemples de culture fascinants que je trouve incroyables. Le premier, c'est Amazon. Qui sait que chez Amazon, tous les bureaux sont des portes? D'accord, donc c'est une histoire assez connue. Pour les autres, je vais la raconter parce qu'elle est marrante. Si vous allez un jour dans un bureau Amazon, vous verrez que tous les bureaux sont des portes, donc des portes qui s'ouvrent, qui sont mis sur tréteaux. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jeff Bezos s'est rendu compte que les portes
étaient vendus moins cher que les tables en gros. Après les faillites, après tout ça, parce que personne ne voulait racheter de portes. Et donc ils rachètent des centaines, voire des milliers de portes maintenant, et ça coûte beaucoup moins cher qu'un bureau. Quelle est la première chose qu'un type qui est embauché chez Amazon fait en arrivant? Pourquoi c'est une porte? C'est une porte parce que c'est moins cher qu'un bureau. Et bien instantanément, vous avez compris la culture de la boîte. La culture de la boîte, c'est que chaque centime compte. Quand on est dans le retail, le moindre centime de marge peut faire une différence extraordinaire. S'il y a qui que ce soit chez Amazon qui commence à se lâcher sur les coûts, c'est l'ensemble de l'organisation qui est mis en danger. Si vous imaginez, à l'inverse, vous faites une policy interne. Quand quelqu'un rentre, vous lui donnez une feuille et dessus, il y a marqué « Nos marges sont importantes, on y fait vachement attention ». Et vous apprenez la semaine d'après que les bureaux sont hors de prix, que ça a été fait par un designer et que je ne sais pas quoi. Vous imaginez bien l'effet que ça produit. D'un seul coup, la crédibilité même de nos marges sont importantes et on fait attention est complètement décrédibilisée. Alors que si vous avez des portes, bah franchement, dans le genre plus cinglé pour démontrer que la culture est importante, il n'y a pas mieux. Et résultat, les gens vont apprendre cette culture et la renforcer. À l'inverse, si par exemple vous allez dans les bureaux de Square, je peux vous dire que les bureaux, ce n'est pas des portes. Chez Square, chaque bureau que reçoit un employé est une pièce d'art unique signée par un designer. Et les bureaux chez Square sont magnifiques. Pourquoi? Parce que Jack Dorsey, il veut que chaque employé chez Square comprenne que l'obsession profonde de Square, c'est de faire les plus beaux produits du monde. Par exemple, tous les nouveaux employés sont pris pour une balade sur le Golden Gate Bridge et Jack Dorsey raconte l'histoire du Golden Gate Bridge. Ce n'est pas pour l'aspect culturel. Chaque employé qui rentre chez Airbnb doit voir un film qui s'appelle Jiro Dream of Sushi. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment, ce film. Moi, ce film me fascine. Jiro, J-I-R-O, Dream of Sushi. C'est l'histoire d'un maître sushi japonais psychopathe. Dans le reportage, vous comprendrez que être son enfant, ça doit être la pire chose sur Terre. Parce que le reportage est sur lui et son fils et leur relation. C'est flippant. Mais Jiro vous explique, sincèrement, que pour apprendre à faire du riz chez lui, du riz, hein, même pas le sushi, hein, parce qu'il faut d'abord apprendre à faire du riz, les meilleurs mettent 7 ans. 7 ans. Et que, après, pour faire le sushi, devenir un maître sushi et avoir le droit de servir les gens en salle, il faut avoir été formé entre 15 et 18 ans. Parce que sinon, franchement, les sushis sont dégueulasses. Il n'y a pas la maîtrise, etc. Vous imaginez, vous arrivez chez Airbnb, on vous montre ce film et on vous dit c'est la chose la plus importante que les fondateurs ont à vous dire. Vous retournez à votre bureau et vous faites votre boulot. Vous avez deux choix. Soit vous vous barrez en courant en vous disant c'est des psychopathes. Je pense que c'est l'effet recherché. Soit vous vous mettez à votre boulot et vous faites du riz pendant 15 ans. Le riz version web, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose, vous recommencez jusqu'à ce que ce soit parfait. Parce que Airbnb a une culture obsessive sur la perfection. Obsessive. C'est des gens qui viennent de dépenser un quart de leur levée de fonds, la dernière levée de fonds, juste pour meubler leur bureau. Rationnellement, si vous êtes une entreprise, vous vous dites, mais c'est quoi ces ahuris? Ils mettent un quart de l'argent que les investisseurs leur donnent pour acheter des meubles? Non mais ça va pas. Mais en fait, non. En fait, la culture que Airbnb essaie de bâtir, c'est une culture de la perfection. Alors celle-là, je rêve que les VC français l'adoptent. Ça s'appelle le $10 per minute. Andreessen Horowitz, c'est un fonds d'investissement américain. Et je pense que, franchement, sincèrement, je pense que c'est le plus beau fonds d'investissement du monde. Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas un seul partenaire dans le fonds qui n'est pas milliardaire, en étant entrepreneur. En termes de track record, ça se pose là. Et ils ont complètement bouleversé la façon dont l'investissement se faisait dans la vallée. Ce qui est quand même, en termes de performance, pas mal. Parce que révolutionner la façon dont se fait l'investissement à Paris, bon, vous avez un champ libre. C'est pas très dur. Dans la vallée, il y a quand même déjà 30 ans d'innovation derrière. Et même eux ont réussi à rendre Sequoia, Kleiner Perkins et tous les grands de la vallée ringards. Alors le nom est imprononçable, c'est Andreessen Horowitz. Alors Marc Andreessen, c'est le fondateur de Netscape,
Et donc c'est quand même l'inventeur du browser, du premier browser web, donc pas mal comme credential. Et Ben Horowitz, c'est le fondateur de la première société cloud de l'histoire, Loud Cloud. Qui est une histoire incroyable parce que Loud Cloud a failli faire faillite. Ils étaient cotés en bourse, ils sont passés de 125 $ l'action à 3 centimes l'action. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, il a retourné la boîte, il a repris la boîte, et il l'a revendue pour 6,7 milliards, 4 ans après à Hewlett Packard. Et c'est l'histoire la plus légendaire de la vallée. Et ils ont comme partenaire Chris Dixon, qui est le fondateur du premier antivirus de l'histoire. Enfin bref, ils ont une liste improbable de partenaires. Et Andreessen Horowitz, il y a un truc dans la culture vallée des VC, c'est que les VC sont tout le temps en retard. Tout le temps. Il n'y a aucun VC sur Terre qui n'est pas en retard. Et c'est assez logique au fait qu'ils soient en retard. Parce que c'est un boulot de rendez-vous et c'est très dur de garder ces rendez-vous à l'heure. C'est vraiment un point, c'est assez typique comme situation. Et Andreessen Horowitz, quand ils ont fondé Andreessen Horowitz, ils ont implémenté une règle au sein du fonds. C'est que tout partenaire, ou tout junior, ou toute personne qui travaille dans le fonds et qui a plus d'1 minute de retard à un rendez-vous, doit payer 10 $ la minute dans un pot qui est donné à des œuvres de charité. Le record étant 3 heures de retard, je vous laisse calculer ce que ça fait. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive en retard pour la première fois et qu'il doit mettre l'argent dans le pot, ça permet à Marc Andreessen et à Ben Horowitz d'expliquer pourquoi ils font ça. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent être le fonds d'investissement qui respecte le plus les entrepreneurs au monde. C'est pas grave d'arriver en retard, ça arrive à plein de gens. Le point, c'est d'arriver en retard et pas s'excuser. Parce que c'est plutôt ça qui les gêne chez les VC. Or, donner de l'argent, dans leur culture, c'est la forme d'excuse la plus sincère et la plus probante. Et surtout qu'on montre... Et donc, ça permet à chaque entrepreneur qui a le malheur d'avoir quelqu'un en retard, et puis ça a aussi considérablement réduit le nombre de retards, mine de rien. En plus, vous savez que quand quelqu'un paye 10 $ de l'heure par minute de retard, c'est que vraiment, il n'avait pas le choix. Parce que ce n'est pas l'entreprise qui le paye, ils payent ça sur leur argent perso. Donc, encore sur les partenaires milliardaires, on peut se dire 10 $ de la minute. Mais imaginez un junior dans le fond qui est juste payé 3 ou 4 000 $ par mois. Il est 5 minutes en retard par rendez-vous. Il fait 15 rendez-vous par semaine. Vous voyez ce que ça donne. Ils ont réussi. Donc, Andreessen, c'est un fonds un peu particulier parce qu'il y a 300 personnes qui travaillent dedans. C'est un fonds qui fait beaucoup de services. Personne n'est jamais en retard chez Andreessen, forcément. C'est juste pas possible d'être en retard. Alors, Facebook en a une qui est résumée dans le motto de Facebook. Le motto de Facebook, c'est Move fast and break things. Move fast and break things, en termes de marketing, ça peut paraître assez mignon. On se dit, ouais, on va faire des trucs, machin. Puis quand vous voyez concrètement ce que ça veut dire, casser des choses, vous vous dites, en fait, c'est une blague, ce truc. Il y a mon CEO qui est en train de me demander de tout péter. Ça n'a pas de sens. Or, si vous innovez, par définition, il est probable que des choses ne fonctionnent pas. Par définition, si vous innovez, il y a des choses qui vont casser. Et qu'est-ce que Facebook fait en répétant cette phrase à tout le monde? Il répète que la bonne raison de se faire virer à Facebook, ce n'est pas d'avoir raté, mais c'est de ne pas avoir innové. Or, quand vous voyez ce genre de phrase, il y a deux attitudes. Il y a une attitude numéro 1, c'est de croire que c'est du marketing. Et vous ne faites pas long feu dans Facebook quand vous croyez que c'est du marketing. Donc vous vous comportez pareil que dans n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que vous allez demander... Par exemple, une des bonnes raisons de se faire virer chez Facebook, c'est de demander trop souvent la permission à son manager pour faire quelque chose. Ils essayent vraiment de renverser. Vous pouvez vous dire, mais attendez, je ne comprends pas, le type est juste raisonnable, il demande la permission. C'est le genre de raisonnabilité que Facebook ne veut pas s'offrir. Ils préfèrent avoir un site qui tombe et qui foire. Ils ont même promu des gens pour ça, plutôt que l'inverse. L'une des histoires les plus célèbres, c'est un stagiaire qui a eu une grande idée, c'est de visualiser l'ensemble des connexions sur Facebook dans un graphe pour faire une jolie infographie. Sauf qu'il avait oublié que son graphe dépassait une taille computationnelle
Et il a fait tomber le réseau interne de Facebook. Parce qu'il trop de requêtes et le truc a fait une boucle. Et il a été promu. Parce que les types se sont dit, il est barré le mec. Il prend toutes nos données sur son ordinateur local, ça l'a pas gêné. Il n'y a pas 3 minutes dans sa tête où il s'est dit, bon, ça va pas le faire. Et c'est le genre de choses qu'ils ont vachement valorisé en interne. Pourtant, si vous regardez le coût financier d'avoir eu le réseau interne de ce département down pendant quelques heures, et donc je ne sais pas combien de personnes qui peuvent juste ne pas travailler et qui glandent, c'est un coût financier réel qui est bien supérieur au salaire du stagiaire pour le coup. Donc c'est aussi dans ça qu'on reconnaît une culture. C'est facile de déclarer des choses, vous ferez toujours, vous savez, chasser votre nature, elle reviendra au galop. Et la culture, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez, tout le monde dit, EDF dit qu'ils veulent être innovants, par exemple. Il n'y a pas de point de ce point de vue-là. Évidemment qu'EDF veut être innovant. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que chez EDF, si un type se plante magistralement, il sera puni par ses supérieurs. C'est pas possible d'être innovant et de punir les gens qui ont tort. Parce que par définition, quand vous voulez être innovant, la majorité des gens vont avoir tort. Donc vous comprenez comme la culture, c'est quelque chose qui structure profondément les interactions dans une entreprise donnée entre la hiérarchie et les gens qui interagissent dedans. Alors, la pire façon de construire une culture, j'ai envie de m'asseoir sur ce cheval, mais je ne vais pas oser. La pire façon de construire une culture, c'est de regarder les cultures des autres et de les copier. C'est la meilleure. Vous savez, c'est comme les gens de droite qui font du rap. C'est marrant, cette image-là, tout le monde la comprend. Mais vous voyez ce que je veux dire par des gens de droite qui font du rap? C'est dingue comme ça fait rire. Et pourquoi? Parce que quelque part, on ne peut pas s'empêcher de se dire non, c'est pas pour vous. C'est pour ça que dans une culture, ça ne sert à rien de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Ce qui compte dans une culture, c'est d'être crédible. Si vous dites que, je sais pas, par exemple, vous voyez, nous, on a écrit un manifeste là-bas, vous pourrez lire. On a écrit des phrases qui sont très dures dedans. Il faut les assumer, ces phrases. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viennent ici et qui vous disent oui, mais bon, c'est du marketing. Bah non, non, non. Et les gens sont terrorisés pour vous. À long terme, moi je suis convaincu de quelque chose, c'est que je pense qu'une culture cohérente, sincère, qui est adaptée à votre personnalité, des fois ça fait gagner des choses, des fois ça fait perdre des choses, mais au moins ça donne une ligne directrice où on n'est pas fou. On passe pas son temps à se dire « Ah, si j'avais fait comme ça, ah, si j'avais dit ça, ah, si je m'étais comporté comme ça ». Par contre, il y a bien pire, c'est de vouloir être ce qu'on n'est pas. Jamais je vais aller dans ce genre de déjeuner, et c'est un talent, franchement, savoir gérer ce genre de type et en tirer, prendre 10% de l'argent qu'il dépense et réussir à le tirer, c'est un vrai talent. C'est même pas une critique envers ces banquiers d'affaires qui font un métier qui est nécessaire à l'économie, qui fait que l'argent de ces types-là va dans les poches de gens comme vous sur le long terme. Mais c'est juste un talent que j'ai pas, donc ça sert à rien de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Le contexte, c'est la chose la plus importante dans une culture. N'essayez pas de devenir ce que vous n'êtes pas. Essayez au contraire d'être beaucoup plus ce que vous êtes. Essayez au contraire de tirer au maximum ce que vous êtes et de le pousser à l'extrême. Une des questions les plus importantes en termes de culture, c'est est-ce qu'il faut se battre ou ne pas se battre? Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Forcément, à un moment ou à un autre, quand vous bâtissez une culture d'entreprise, vous allez être dans une situation où vous allez aller à l'encontre de ce que le monde veut de vous et vous allez aller à l'encontre de ce qu'on veut de vous. Forcément. Forcément, il y aura un moment où la culture que vous avez va gêner quelqu'un. Donc, comme je vous ai raconté dans l'histoire tout à l'heure, il y a des moments dans la vie, il faut se battre. Par contre, il faut faire très attention quand on se bat. Il ne faut jamais démarrer une bagarre, mais il faut toujours la finir. Il ne faut jamais démarrer une bagarre parce qu'il n'y a rien de plus stupide qu'une start-up qui part au front et qui se bat soit contre la concurrence, soit contre je ne sais pas quoi, alors que personne ne lui avait rien demandé. Donc si on vous attaque, répondez, mais ne soyez jamais le premier agresseur. Les meilleures cultures se bâtissent dans l'isolement et sur le côté. Pourquoi? Parce qu'au moins on vous laisse tranquille. Le combat et le fait de se battre a un coût énorme dans une entreprise.
pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir l'énergie de fabriquer quelque chose et l'énergie de le défendre. L'un vient forcément après l'autre. Mais il y a des moments où vous n'avez pas le choix. Il y a des moments où il faut se battre et en plus il faut gagner. C'est pour ça qu'il faut absolument choisir ses combats et il faut absolument faire attention aux combats qu'on mène. C'est essentiel. C'est pas anodin. L'exemple que je vous ai déjà cité plein de fois, mais je préfère vous citer le même exemple parlant plutôt que des exemples anecdotiques. Mais le jour où Facebook a refusé l'offre de rachat d'1 milliard de Yahoo, ils ont plus de la moitié des gens qui ont démissionné. Et ça a été un moment fondateur dans leur culture. C'est qu'est-ce qu'ils ont dit ce jour-là? Ils ont dit on essaie de bâtir une société indépendante. Point. Donc tous les gens qui espéraient faire un quick win, qui espéraient être dans une logique de je rentre dans une start-up et je revends mes actions dans 2 ans, bah, ce jour-là, ils ont démissionné. Alors évidemment, ils n'ont pas démissionné en disant ah, moi j'étais là pour le quick win. Ils ont dit j'ai démissionné parce que ce type est immature. Mais en fait, il y avait derrière ça un combat culturel beaucoup plus important, qui était le fait qu'une jeune équipe se mette en position par rapport à des seniors. Parce que qui voulait vendre? C'était tous les gens de plus de 40 ans dans Facebook, évidemment. Tous les gens de moins de 40 ans, ils s'en foutaient de vendre. Parce qu'ils avaient d'autres attraits. Et donc ça, il faut faire attention. L'un des points de la culture, c'est la temporalité. Par exemple, on a un entrepreneur dans The Family qui a 81 ans. À 81 ans, vous êtes dans une temporalité très particulière quand vous faites une boîte. C'est-à-dire que tout doit aller très 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 vite. Et encore plus vite que vite en fait. Et donc vous faites rien pour le long terme. Rien du tout. Parce que de toute façon, vous connaissez la citation de Keynes, à long terme on sera tous morts. À long terme, il y a plus de chances qu'il soit. Et donc forcément, quand on fonde une boîte, quand on a 19 ans ou 20 ans, ça change tout par rapport au fait qu'on la fonde quand on a 30 ans, et ça change tout par rapport au fait de la fonder à 40 ans, et ça change tout par rapport à la fonder à 81 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop imaginer quelqu'un de 81 ans qui s'associe avec quelqu'un de 21 ans. D'ailleurs, c'est son cas à lui. Je lui ai dit 200 fois que ça serait une cata. Et en fait, ça a fini en cata. Le type est parti de 21 ans. Parce que le type de 21 ans essaie de faire des choses sur le long terme, forcément. Et l'autre, il veut juste que le produit sorte en moins de 3 mois. Quoi. Parce que sincèrement, il ne sait pas où il sera dans quelques années. Autre point, Peter Thiel a une expression, il dit il y a 2 types de fondateurs. Il y a les brains et il y a les athlètes. Une bonne équipe fondatrice contient un brain et un athlète. Autant la culture doit être homogène, autant la fonction et la représentation de cette culture n'est pas homogène. Prenez The Family. À The Family, l'athlète, c'est Alice. Si vous me donnez un lieu comme celui-là, et que vous me dites il y a 20 jours pour chiner, faire les travaux, mettre des meubles et on inaugure le 26 octobre, je peux vous dire une chose, la première chose que je ferai, c'est changer la date d'inauguration. Parce que je ne suis vraiment pas un athlète, et dans tous les sens du terme. À l'inverse, si vous me demandez de lire tous les blog posts qui ont été écrits depuis 10 ans et d'en faire une synthèse, là je me sens beaucoup plus à l'aise. Et vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que Alice, au 2e blog post, elle crame l'ordi et elle vous dit d'aller vous faire voir. C'est ce genre d'équilibre-là que vous voulez chercher. Ce lieu est une incarnation de notre culture. Comme les articles qu'on poste sont une incarnation de notre culture, et comme les cours qu'on donne à Coup d'État sont une incarnation de notre culture. C'est juste que c'est des formes d'incarnation très différentes, et que dans une entreprise donnée, vous avez besoin que des gens incarnent ces fonctions différentes. Donc une homogénéité de culture, ça ne veut pas dire une homogénéité de compétences, ça ne veut pas dire une homogénéité de profil. C'est juste que c'est plus facile de comprendre quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous que de comprendre quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est quand vous avez une culture homogène et des compétences diverses. Si vous avez un designer geek qui rejoint un ingénieur designer, vous avez un truc incroyable. Vous imaginez un ingénieur passionné de design qui s'associe avec un designer passionné de code. Peut-être que le designer sera mauvais en code, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il sera passionné. Les Américains appellent ça le T-shape. Vous avez l'ensemble des choses que vous aimez, puis vous avez la compétence dans laquelle vous êtes parfaitement à l'aise. Donc la question, c'est quel est votre T-shape et combien de T-shape vous pouvez additionner.
Et ça, c'est essentiel parce que à la fin de la journée, si les gens font tous la même chose, si vous êtes 3 à coder, il n'y a personne qui s'occupera du marketing, il n'y a personne qui s'occupera du design, il n'y a personne qui s'occupera de la com, il n'y a personne qui s'occupera de la vente, il n'y a personne qui s'occupera de je sais pas quoi. L'autre point, c'est que souvent les équipes fondatrices finissent mal parce que les gens ne comprennent pas le travail de l'autre. Moi, je le vis très très souvent à l'intérieur de The Family. C'est vous avez le CTO qui dit « oui, je comprends rien à ce qu'il fait de ses journées », il passe son temps à glander, à rencontrer des gens. Puis vous avez le CEO qui dit « j'en ai marre, j'ai convaincu la terre entière de nous soutenir, mais tout le monde attend que le produit sorte ». Et ce genre de divorce, il est très courant. C'est exactement la même histoire que les gens qui sont ensemble, et ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, et vous apprenez qu'ils se sont séparés. Vous dites, tiens, pourquoi ils se sont séparés? Et puis là, sans broncher, les gens vous disent, ah oui, ils voulaient des enfants et elle pas, ou l'inverse. Et alors moi, la question que je me pose tout le temps, c'est comment les gens ont mis 10 ans à aborder un sujet aussi fondamental. Je comprends pas. Ah oui, elle voulait faire carrière, mais lui pas. Ah oui, mais ambitieux, mais pas. Et en fait, dans les couples cofondateurs, c'est la même chose. Les gens font tout pour éviter les sujets qui fâchent. Et les sujets qui fâchent sont souvent, en fait, vous pouvez les cacher sous le tapis, ils finiront toujours par ressurgir. Je pense qu'en termes de culture, l'histoire la plus traumatisante que j'ai vécue, j'ai investi dans une petite start-up sans ambition au début, mais je trouvais les types sympathiques. C'était 2 Russes. Et puis, assez rapidement, genre 6 mois après leur seed, donc vraiment très rapidement, ils ont reçu une offre de rachat à 2 fois la valo à laquelle ils avaient levé de l'argent. Ce qui donc était une bonne affaire pour tout le monde. C'était une bonne affaire pour les gens qui avaient mis de l'argent parce qu'ils faisaient x2 en 6 mois. Bon, c'est pas la vie rêvée, mais c'est mieux que rien. Et je pense que comme ils avaient beaucoup de business angels qui n'étaient pas professionnels et qui avaient fait ça pour leur rendre service, ils étaient très contents. Donc il n'y aurait pas eu de problème pour vendre de ce côté-là. Et ils ont reçu l'offre et en fait, le CTO m'a téléphoné en me disant « Oussama, on a un problème, on a reçu une offre d'achat ». Et je lui dis « Ah bon, mais c'est cool, le problème c'est que vous ne savez pas si vous voulez l'accepter ou la refuser ». Il dit « Non, non, pas du tout. Figure-toi que c'est le CEO qui l'a reçu l'offre et le CEO l'a refusé sans même m'en parler. Et moi, j'ai appris qu'il y avait cette offre sur la table, j'ai parlé au vendeur, j'ai réussi à rattraper la situation avec le vendeur. Et maintenant, il est OK pour vendre, mais il faut que tu m'aides à convaincre le CEO. » Ah, j'ai dit « Oh la vache. OK, la boîte est morte. » Je dis « Tu sais, c'est pas trop mon rôle, machin. » « Non, mais parle-lui, on ne sait jamais, machin. » Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, j'ai parlé au CEO. Et donc, le CEO, le CTO et moi, on a été dans une pièce. Et le CEO a dit, mais écoute, je comprends pas. T'imagines, les types nous proposent tant d'argent. Ça veut dire que chacun, on va gagner, je crois qu'ils auraient touché chacun 1,5 million. T'imagines, on va toucher 1,5 million. Et l'autre dit, ouais, ouais, je sais, 1,6 million même. Non, non, mais attends, mec, 1,5 million, c'est rien. Enfin, 1,5 million, on peut gagner ça 10 fois dans notre vie. Là, on est sur une opportunité qui peut valoir des milliards. Qu'est-ce que tu fous, quoi? Je dis, ouais, ouais, ça c'est ce que tu dis, mais bon, on sait jamais. On sait pas où ça peut aller. Et puis en fait, évidemment, qui a eu l'ascendant? Bah, c'est celui qui voulait pas vendre. Parce que ceux qui veulent pas vendre ont toujours l'ascendant sur ceux qui veulent vendre, c'est connu. Parce qu'autant celui qui veut vendre, il a quelque chose à perdre, mais celui qui veut pas vendre, il a rien à perdre. Donc c'est beaucoup plus facile de dire non que l'autre qui essaye de négocier le oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par pas vendre. Le type a dit ouais, t'as raison, on essaye, machin. Et pendant 6 mois, le CTO a planté la boîte. Mais vraiment, moi je l'ai vu de façon extrêmement organisée, ne plus rendre les projets à l'heure, partir le soir à 4 heures, disparaître en week-end pendant 4 jours. Et donc les résultats de la boîte ont commencé à s'écrouler. Et à chaque fois, le type lui disait, tu vois, je te l'avais dit qu'on aurait dû vendre. Problème culture. Jamais ils se sont assis et jamais ils se sont mis d'accord sur pourquoi ils étaient là et pourquoi ils voulaient le faire. Et en fait, c'est la question la plus fondamentale. Pourquoi on fait une boîte? Est-ce qu'on fait une boîte pour gagner 1 million ou est-ce qu'on fait une boîte pour gagner 100 millions? 99% des fondateurs qui se plantent, c'est prédictible. Autant 99% de ceux qui réussissent, ça ne l'était pas.
autant 99% des gens qui se plantent, c'est prédictible. Parce qu'il y a des choses qui foirent à tous les coups. Je pense que tu as 50% des entrepreneurs où tu vois d'avance qu'ils vont se planter, et tu as 50% où tu sais pas. Tu te dis, bon, il y a peut-être une chance que ça réussisse. C'est plutôt ça, en fait. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que ça servait à rien de parler avec les 50% de gens qui sont déjà plantés, parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Moi, je le vis tout le temps. Là, on vient de faire rentrer une boîte dans The Family, c'est une boîte à qui j'avais dit non il y a un an. Il y a un an, ils sont venus, ils m'ont pitché, j'aurais dit, écoutez les gars, ça va pas marcher parce que ABC, et c'est même pas votre idée le problème, c'est votre équipe. Ils m'ont dit non, machin et tout, ils sont partis hyper vexés. Un an après, il y en a 2 sur les 4 dans l'équipe qui viennent me voir, ils me disent ouais, alors on s'est fâchés, bon. En fait, on aimerait bien rentrer tous les deux dans The Family. Et je pense que maintenant, personne ne sait si ça va marcher ou pas, mais au moins, il y a pas de raison que ça se plante. Et regarder en face les raisons de se planter, le fait d'avoir une différence de culture, c'est quand même la façon la plus simple. C'est pour ça que ça se répercute sur les cofondateurs, ça se répercute aussi sur les employés. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas recruter les gens les plus compétents. Si vous avez 100 en compétences et 50 en culture, et que vous avez 100 en culture et 50 en compétences, donc moitié moins compétent, privilégiez le moitié moins compétent. Toujours. Privilégiez toujours celui qui culturellement vous ressemble plus par rapport à l'ambition que vous voulez construire. Il n'y a pas de bonne culture. Est-ce que la culture cheap d'Amazon est une bonne culture ou pas? Non, elle est juste adaptée au contexte. Si Square adoptait la culture cheap sous prétexte que Jeff Bezos faisait ça, moi ça me fait toujours rire. Par exemple, en France, on a le roi du cheap, Xavier Niel. Xavier Niel, à chaque fois qu'il a une boîte, il leur dit surtout dépensez pas d'argent. Bah, toute startup qui a besoin de dépenser de l'argent et qui a reçu un investissement de Niel se plantera. Parce que des fois, il faut dépenser, des fois, il ne faut pas dépenser. Il n'y a aucune règle préalable, il n'y a aucune règle a priori qui établisse que dans des cas, il ne faut jamais dépenser ou dans des cas, il faut toujours dépenser. Pourquoi Xavier Niel a ce sens incroyable du cheap? Parce que le type, le moindre centime compte dans sa marge. Quand on fait du low cost, vous imaginez un low cost avec des bureaux grandioses et machin, enfin, c'est plus low cost très longtemps, ça devient orange plus vite que vous ne l'imaginez. Netflix, par exemple, je vais vous parler de Netflix après. Netflix, ils ont une policy qui s'appelle Spend our money like yours. C'est qu'il n'y a aucune règle d'achat, il n'y a aucun contrôle chez Netflix. Rien. Je peux vous dire que c'est l'une des boîtes capitalistiquement les plus efficientes. Parce que les gens, ils savent très bien que quand il n'y a pas d'autorisation, à chaque fois que tu te fais une dépense, tu dois te juger toi-même. Dans les entreprises où pour faire une dépense, il faut remplir 3 formulaires, obtenir 4 autorisations, etc., c'est les entreprises où il y a le plus de dépenses absurdes. J'ai travaillé chez CGG Veritas. J'ai découvert que chez CGG Veritas, vous ne pouviez pas payer un prestataire extérieur sans passer par les achats. Donc à partir de 500 $. Donc à partir de 500 $, il fallait obtenir une autorisation des achats et ça coûtait, ça prenait entre 6 mois et 1 an pour avoir une autorisation. Donc votre freelance, il avait le temps de faire 3 fois le tour du monde avant d'être embauché. Par contre, vous pouviez acheter des logiciels débiles que personne n'utilise, sans aucun plafond et sans aucune limite. Vous imaginez ce que ça veut dire sur la culture? Ça veut dire clairement que vous ne faites pas confiance aux gens, vous avez peur qu'ils embauchent leurs copains, machin en fait. Mais sauf que même si c'était leurs copains et qu'ils travaillaient bien, ça se verrait tout de suite. Le problème, il était ailleurs. Le problème, c'est est-ce que les gens embauchent des gens qui servent à quelque chose ou pas? Alors que les logiciels, bon, bah, c'est pas grave, ça, on sait que c'est neutre au moins. Donc c'est mettre en fait ces critères de sélection au mauvais endroit. Et ça, il faut faire très attention à ça. Le patron de Netflix a dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur la culture. C'est très facile d'évaluer la culture d'une boîte. Il suffit de voir qui est promu et qui est viré. Et là, vous voyez en 3 minutes la culture d'une boîte. Par exemple, Goldman Sachs a une culture de la collaboration. Donc on peut s'imaginer que dans une boîte comme Goldman Sachs, ce que collaboration veut dire. Tout banquier chez Goldman Sachs qui n'est pas coopératif avec ses collègues se fait virer. Point. Toutes les banques disent qu'elles sont collaboratives. Il n'y en a qu'une qui vire les gens qui ne le sont pas. Et la seule banque où c'est vrai, c'est Goldman Sachs. Après, vous allez chez JP Morgan, vous leur dites que vous êtes collaboratif, les mecs disent ouais, on est collaboratif. L'année dernière, tous les types qui ont obtenu les plus gros bonus chez JP Morgan sont tous les types qui ont joué solo dans leur coin en emmerdant tout le monde.
Goldman Sachs a même viré des gens qui avaient surperformé parce qu'ils avaient baisé leurs collègues, mais parce qu'ils n'avaient pas été collaboratifs, ils les ont virés, parce que pour eux, la culture de collaboration et la culture d'équipe est la chose la plus importante du monde. Ils ne supportent pas l'individualisme. Un autre élément, par exemple, dans les communiqués de presse des banques d'affaires, on ne met jamais dans la plupart des banques d'affaires, on met le nom du partenaire qui a fait le deal. Chez Goldman, on signe Goldman Sachs. Point. Pour une raison très simple, c'est que ce que ça signifie, c'est que personne n'est important individuellement. Oui, ok, c'est Bernard Shaw qui a fait ta levée en bourse, mais ça aurait pu être John Adams. Pas grave. Parce que c'est un Goldman. Et les Goldman, ils sont tous pareils. En France, tu peux virer tout le monde comme tu veux. Ça, j'en ai marre de ce truc. Parlons-en une fois pour toutes. En France, on vire qui on veut, comme on veut. Il suffit de payer. Il faut quand même arrêter avec cette connerie. Aux États-Unis, quand on vire, on est vachement bien payé. On touche des indemnités et on est viré du jour au lendemain. Si demain tu chopes un mec dans ta boîte, tu lui dis voilà 3 mois de salaire, prends la porte, tu n'auras jamais de problème. Le problème, c'est qu'en France, on veut le beurre et l'argent du beurre. On préfère faire de la pression morale sur les types plutôt que leur payer 3 mois ou 6 mois de salaire. On préfère faire je sais pas quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter avec ces conneries-là. Le coût de virer, vaut mieux payer 3 mois pour virer quelqu'un qui n'est pas efficace que de passer 3 mois à l'avoir sur le dos de plus. Le fait de virer, pour faute grave ou faute lourde, c'est de virer sans indemnité. Et en fait, tout le monde dans ce pays veut pouvoir virer sans indemnité. C'est-à-dire que les mecs disent, voilà, moi je me suis planté dans mon recrutement, je n'ai pas été capable de sélectionner le mec qui était adapté à ma culture. Maintenant que je me suis rendu compte, il faudrait que je puisse le virer sans indemnité. En France, il y a 3 choses pour vérifier la culture de quelqu'un. 1, vous avez une période d'essai de 6 mois. Il ne faut quand même pas déconner. Vous avez quand même 6 mois pour décider si quelqu'un est dans votre culture ou pas. Deuxièmement, imaginons que ça arrive parce qu'il y a des changements de culture, il y a des changements de performance, il y a des erreurs, on fait tous des erreurs de recrutement. Il faut juste assumer l'erreur. Quand vous virez quelqu'un, ce n'est pas la personne qui est virée qui est responsable, c'est vous. Et donc, il faut raquer, point. Et c'est un droit fondamental. Personne n'a jamais été... Tout le monde est attaqué au prud'homme parce qu'il ne paye pas d'indemnité. Et je peux vous dire que vous préférez payer les indemnités négociées entre vous directement plutôt qu'aller vous taper des indemnités version prud'homme où là, vous allez juste pas comprendre ce qui vous arrive. Donc, 1, la période d'essai. 2, le fait que vous payez des indemnités. Et 3, il y a une technique incroyable pour virer les gens qui marchent à tous les coups. C'est de leur proposer une transaction raisonnable, 3 mois, 4 mois, et de leur dire, tu as le choix. Soit tu acceptes cette transaction et tu as le droit de dire à tout le monde que tu as démissionné parce que tu n'étais pas heureux. Et je dirai à personne que tu as été viré. Je dirais juste que tu as démissionné et je te recommanderai. Soit tu ne prends pas ce deal et je dirais à tout le monde que tu as été viré et bon courage pour retrouver du boulot. En général, ça marche à tous les coups. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un refuser ce deal. Parce que c'est quoi le problème d'être viré? Le problème, c'est qu'on n'a pas envie d'aller dire à ses copains que quelqu'un nous a viré. Dire que j'ai démissionné, c'est hyper classe. Ouais, ils étaient nuls, j'ai démissionné. Donc c'est un point important. Souvent, comme vous l'avez vu, la culture est intimement liée à la question des valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les valeurs? Encore une fois, ce n'est pas des choses déclaratives, ce n'est pas des choses que vous pouvez simplement décréter. C'est des choses que vous devez vivre. Et c'est des choses que vous devez renforcer et c'est des choses sur lesquelles vous ne devez jamais, jamais, jamais transiger. Par exemple, reprenons le cas de Facebook. Facebook a dans sa culture un très, très, très grand respect des données personnelles. C'est venu tard, mais c'est venu. Et aujourd'hui, c'est une vraie obsession, pour plein de raisons. Récemment, un stagiaire a joué avec les données personnelles des gens chez Facebook et en jouant avec la base de données pour faire une plaisanterie. Je crois que c'était imaginons un poisson d'avril. C'était ni grave, ni important, ni symptomatique. Personne ne l'a appris, mais il s'est fait virer immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il avait franchi une ligne qui était une ligne taboue. On ne joue pas avec les données personnelles des gens. Point. Chez Ducasse, je connais quelqu'un qui s'est fait virer parce qu'il a joué avec la nourriture. C'est con, hein, mais on ne joue pas avec la nourriture quand on travaille chez Ducasse. Quand on travaille chez Ducasse, la nourriture, c'est sacré. On ne se balance pas des trucs dans la cuisine entre soi pour déconner. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais c'est une valeur importante parce qu'il y a une valeur d'excellence autour de la nourriture. Donc vous voyez comme la culture se renforce aussi sur des détails.
Il ne faut jamais, jamais, jamais laisser passer un détail. C'est quand on laisse passer une accumulation de petits détails que des années plus tard, on se rend compte qu'en fait, sa boîte est ravagée et qu'on n'a rien compris à ce qui se passait. Une culture, une fois qu'on a des valeurs, une fois qu'on a une histoire, une fois qu'on a une vision, c'est quelque chose qui se communique. C'est la plus belle synthèse de ce qu'est une culture par Netflix et la plus belle communication que j'ai jamais vue sur une culture d'entreprise. C'est un slide que tout employé de Netflix doit lire. Premier slide, Netflix Culture, Freedom and Responsibility. Très très bon. Ça montre en fait tout le paradoxe que Netflix essaye d'établir. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on est pour la liberté, on ne peut pas être pour l'égalité. Donc il y a ce qu'on appelle des valeurs antagonistes, mais il y a des valeurs interdépendantes, forcément. Si vous êtes pour la liberté, ça implique de la responsabilité. Forcément. Parce que si les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, alors ils doivent être tenus responsables de ce qu'ils veulent. Dans la communication de leur culture, ils expliquent leur objectif. We seek excellence. Donc leur but et leur obsession, c'est d'obtenir l'excellence chez les gens qui travaillent chez Netflix. C'est pas la performance, c'est pas le best employees, c'est pas best engineers, c'est excellence. Excellence, c'est un mot extrêmement fort. Our culture focus on helping us achieve excellence. Donc, un objectif de la culture qu'ils ont bâti, c'est cette obsession de l'excellence. Et donc là, ils ont décrit les 7 aspects. Ce n'est pas 7 parties de la culture, mais c'est 7 facettes différentes. Et les 7 facettes de cette quête de l'excellence au sein de leur entreprise. Alors, many companies have nice sounding value statements displayed in the lobbies, such as integrity, communication, respect, excellence. Donc vous voyez, ils prennent un cas. Donc première chose qu'ils font, c'est vous expliquer que le crap qui est ailleurs, c'est pas eux. Eux, c'est réel. Et ils prennent le cas de Enron, qui est génial, puisque Enron, où quand même tout le management a fini en prison, avait écrit en géant à l'entrée de leur bureau « Intégrité, communication, respect, excellence ». Bon, raté. Alors, ça c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle m'a beaucoup marqué cette phrase. Les valeurs réelles d'une boîte opposées à ce qu'on entend, les nice sounding, elles sont démontrées par qui on laisse, qui on promeut, qui on paye bien et qui on laisse partir. Si vous voulez vraiment voir la culture d'une entreprise, il suffit de voir qui obtient des bonus et qui n'en obtient pas. Pour eux, ce qui est le plus important, c'est d'un côté les compétences et de l'autre côté les comportements. Alors pour eux, il y a 9 comportements qui sont très importants. Le jugement, le sens du jugement. La communication, donc savoir communiquer avec ses pairs. L'impact, est-ce que ce qu'on fait a de l'importance ou pas? La curiosité, est-ce que j'ai essayé de voir ce que les autres faisaient ou pas? L'innovation, le courage, la passion, l'honnêteté, selfness, etc. Et là, donc, le but, une fois que vous avez dit ces choses un peu grandiloquentes, théoriques, évidemment, tout le monde veut être intégré, et tout le monde veut que les gens communiquent, etc. Ils vous expliquent quel est leur rapport à ça. Et leur rapport à ça, c'est ce qu'ils appellent le High Performance People. Postulat, imaginez que toute personne qui travaille à Netflix est quelqu'un que vous respectez et quelqu'un dont vous apprenez. Ben nous, on essaie de le faire. On essaie de le faire parce qu'on pense qu'un endroit pour travailler incroyable, c'est un endroit où chaque collègue est incroyable. Ce n'est ni le yoga, ni le espresso, ni les fêtes, ni les sushis. Ce qui fait qu'un endroit est extraordinaire, c'est que les gens qui se trouvent dans cet endroit sont extraordinaires. Et donc, comme toute société, à Netflix, on essaie d'embaucher bien, mais par contre, on essaye de toujours avoir le top et on n'a jamais, jamais, jamais peur de virer les gens avec des very generous severance package. Severance package, c'est les indemnités de licenciement. Netflix, c'est l'une des sociétés où il vaut mieux se faire virer plutôt que travailler en termes financiers. Toute personne qui se fait virer chez Netflix, c'est un jackpot. C'est vraiment un point culturel très important. C'est qu'ils admettent que rester à très haute performance toute une vie, c'est impossible. C'est comme être dans le sport de haut niveau. Ils savent que vous pouvez pas, qu'il y a forcément une date limite à la performance.
et que le jour où vous aurez atteint cette date limite, ils vous feront un chèque et vous pourrez aller travailler où vous voulez. Et ce chèque peut être de plusieurs années de salaire. Ça va très très loin. Par exemple, il y a une severance automatique chez Netflix qui est de 3 mois par année d'ancienneté. Ce qui est énorme. En termes de pratique, peu de boîtes pratiquent des choses aussi généreuses. 3 mois par année d'ancienneté, ça peut aller beaucoup plus loin. Récemment, il y a le numéro 4 de Netflix qui a été viré. Il a touché 10 ans de salaire. 10 ans de salaire. Vous imaginez le trade-off? D'abord, il ne pouvait pas refuser parce que sinon il n'aurait rien eu, donc ça c'est autre chose. Mais c'est carrément une culture où les mecs, à des moments, ils doivent avoir la pensée, putain, qu'est-ce que j'aimerais me faire virer? Forcément. Et pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est de susciter en eux ce genre d'envie. Parce que quand vous avez ce genre d'envie, ça veut dire que vous n'êtes plus à fond dans ce que vous faites. Si vous n'êtes plus à fond dans ce que vous faites, vous n'avez plus rien à faire dans cette boîte. Et c'est une obsession. Et cette culture de la performance et ce culte de la performance est délirant. We are a team, not a family. C'est dit. We are like a pro sport teams, not a kid recreational team. Netflix leader hire, develop and cut smartly, so we have star in every position. Donc vous êtes embauché et on vous explique que le seul but, c'est de vous mettre sous pression et qu'en plus votre poste peut disparaître à n'importe quel moment. Vous imaginez en termes de communication culturelle ce que ça veut dire? Par exemple, Google, c'est tout l'inverse. Google, leur but, c'est de surtout prendre un maximum de gens pour assécher le marché. C'est ça leur avantage concurrentiel. Il y a ce dessin très très drôle que j'adore dans le New York Times où il y a Larry Page et Sergey Brin sur un yacht et ils sont morts de rire parce que Sergey Brin dit à Larry Page, t'imagines même le mec qui brosse les chiottes à un PhD. Et ça c'est la stratégie Google, c'est tout l'inverse de Netflix. C'est-à-dire que la culture Google, c'est une culture universitaire du laisser-faire qui dit que s'il faut gaspiller 1000 personnes pour qu'il y en ait une qui ait une idée révolutionnaire, eh ben ça vaut le coup de gaspiller 1000 personnes, c'est pas grave. On peut se le permettre, on peut le payer. La culture de Netflix, c'est tout l'inverse. Netflix ne fait qu'une chose, vendre des films. Ils n'ont pas des voitures qui se conduisent toutes seules, ils ne veulent pas aller vendre des films sur Mars, ils veulent vendre des films. Et donc, ils n'ont qu'une obsession, c'est de faire rentrer des tueurs à chaque position pour vendre plus de films et le plus vite possible. Vous voyez à quel point c'est contextuel. Quelle est la meilleure culture, celle de Netflix ou de Google? Question débile. C'est une question qui n'a pas de sens. Or, tout le monde, dans ces histoires de culture d'entreprise, cherche toujours à les comparer. La seule façon de comparer et d'évaluer une culture d'entreprise, c'est par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés. Si par exemple Netflix avait écrit notre but, c'est d'innover, d'imaginer les business disruptifs de demain, bah, cette phrase-là, elle est débile. On n'imagine pas la disruption en virant un mec sous prétexte qu'il sous-performe. Parce que la disruption peut venir de la sous-performance. La disruption vient du gaspillage. L'innovation, en général, vient du fait de... Alors que là, ce qu'ils cherchent, eux, c'est de l'innovation incrémentale et de l'innovation rapide. Ils ont un truc en interne qui s'appelle le Keeper Test. Vous avez vu, hein, on n'a pas commencé, on vous parle déjà beaucoup de virer. Keeper Test, c'est which of my people, if they told me they were leaving for a similar job at a peer company, would I fight hard to keep at Netflix? Il chope un manager et lui demande de faire cette liste, et toute personne qui n'est pas sur la liste est virée. Parce que si vous n'êtes pas obsédé par vous battre pour quelqu'un, ça veut dire qu'il n'avait rien à faire dans l'équipe et c'est une erreur de recrutement. Donc vous voyez, Netflix a un turnover de 25% des gens par an. 25% des gens par an. Et pareil, encore une fois, vous avez vu, the other people should get a generous severance now. Quand vous avez une culture aussi cinglée en termes de performance et où on vire les gens facilement, vous devez aussi être obsédé par être fair financièrement pour ne pas avoir de problème. Sinon, il finirait avec des procès à longueur de journée, même aux États-Unis. Parce que contrairement à ce qu'on croit, aux États-Unis, c'est pas si facile de virer. Il y a l'équivalent des prud'hommes aux États-Unis, c'est la cour civile et vous voulez pas finir devant. Parce qu'aux États-Unis, quand on en vire un employé et qu'on l'a traumatisé, on ne se fait pas punir pour l'avoir viré, mais on se fait punir pour l'avoir traumatisé. Et c'est plusieurs millions de dollars d'indemnité qu'on peut toucher. Demandez à McDonald's. McDonald's a récemment payé 3 millions de dollars à je ne sais plus qui faisait des burgers parce qu'elle avait été très très maltraitée dans la façon dont elle avait été virée. Donc il faut faire attention à ces caricatures. Honnêteté, blablabla, bla, donc il continue. Et alors, très drôle,
les contre-valeurs de Netflix. La loyauté. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises, le fait d'avoir fait 20 ans sa carrière dans l'entreprise, c'est quelque chose de valorisé. On est loyal. Chez Netflix, ils vous le disent de but en blanc, on n'en a rien à foutre que vous soyez loyal, on veut que vous soyez performant. Alors évidemment, ça suppose qu'il y ait quelques années de loyauté, mais vous pouvez très bien aller faire votre vie ailleurs si vous avez été super performant pendant un certain nombre d'années. Hard work. Alors ça j'adore. Hard work. Est-ce que Netflix valorise le fait que les gens travaillent dur? Non. Et Netflix ne le valorisera jamais. Alors évidemment, en général, pour être très performant, il faut travailler dur. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que dans la plupart des boîtes, le fait de travailler dur, c'est quelque chose qui sera reconnu en interne. Ça ne le sera jamais chez Netflix. Psychopathes, les types. À l'inverse, les Brian Jerks. Brian Jerks, c'est les génies connards. Eh bien, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que c'est ingérable, c'est insupportable. Et alors, ils vous l'écrivent. Ils vous disent le coût est trop élevé. C'est sympa d'avoir des styles un peu originaux, mais on n'est pas là pour gérer des divas. Donc si vous êtes une diva, franchement, venez même pas chez nous, vous ne nous intéressez pas. Maintenant, explication de pourquoi on est aussi obsédé par la performance. On est obsédé par la performance. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, ils ont changé le truc pour pas vexer les gens. Dans la première version de ce slide, il y avait marqué 100x ici. En fait, ils disent, par exemple, si vous prenez un cuisinier très performant par rapport à un cuisinier moins performant, il va avoir une différence de performance de x2. Alors que la différence de performance entre un programmeur performant et un programmeur non performant, elle peut être de x1000. Mais véritablement. Nous on voit dans The Family, on le voit tout le temps. On voit des gens faire en 3 jours ce que d'autres ont mis en 1 an, sans rire. Je crois que c'est le truc le plus flippant à voir. C'est de voir les différences de compétences. Alors, il y a une image très simple pour se représenter ça, sur la différence de performance dans les boulots de créativité. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, en maths, le type insupportable dans la classe qui avait toujours la réponse avant tout le monde. Bah, ce type-là, un jour, on l'a mis dans une classe qu'avec des gens comme lui. Et à nouveau, il y a eu une différence de performance entre lui et tous les autres de x1000. Et après, on a choisi tous les meilleurs en prépa et on les met à Normal Sup. Et à nouveau, il y a une différence de x1000. Une expérience scientifique assez fascinante pour se rendre compte de ça, c'est l'expérience des 5 rats. Si vous prenez un groupe de 5 rats, il y a toujours un mâle dominant, 2 dominés, un rebelle et un indépendant. Il y a une différence entre le rebelle et l'indépendant. Le rebelle, il essaye de renverser et de devenir le mâle dominant. L'indépendant, il fait sa vie tranquille dans son coin, il va chercher son fromage, il dit rien à personne et il est en peace cool. Si vous prenez 5 cages dans lesquelles vous mettez 5 rats, bon, ça c'est dégueulasse. Mais vous prenez les 5 mâles dominants et vous les remettez dans une nouvelle cage, et ben, il y aura un dominant, 2 dominés, un indépendant et un rebelle. Et vous pouvez reproduire l'expérience à l'infini et vous pouvez avoir plein. Il y a des cinglés qui ont essayé avec des dizaines et des dizaines de cages. Et ben, ça se reproduit de façon fractale à l'infini. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un groupe de 20 rats? Et ben, vous avez 3 dominants qui ont chacun 3 tribus. Il y a quelques indépendants qui sont dans leur coin tout seuls. Et les tribus se font la guerre et tout. Enfin, c'est flippant comme les rats sont... C'est flippant de voir à quel point le contexte peut changer changer les gens. Donc ils expliquent... Alors ça, c'est super fort d'écrire ce genre de choses. How a high performance culture not right for everyone. Et donc ils expliquent qu'en fait, voilà le type de gens qu'ils cherchent. Ils cherchent des gens qui sont self-motivés, self-aware, Jean-Claude Van Damme à Apply, discipliné tout seul, self-improving, acts like a leader, blablabla. Bla. Et en fait, tout ça pourquoi? Parce qu'on leur donne une performance. Et derrière ça, on a une théorie. La théorie, c'est que dans la plupart des organisations, plus l'organisation grossit, plus la liberté par employé baisse. Et pourquoi ça? Parce que en fait, le nombre d'employés très performants décroît. Et en fait, c'est dans cette intersection entre l'émergence de la complexité et la baisse des gens performants que naît le chaos. Et c'est pour ça que la plupart des grosses entreprises sont un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom parce que le nombre de gens très performants n'a pas été recruté. Donc chez Netflix, on va faire l'inverse. On va pas faire de process. Ah mince, ils ne font pas le schéma. Mais eux, ils vont avoir plus de gens que de complexité.
Ils vont toujours être en avance sur leur complexité. Donc il y a un refus du process, business complexity, high performance employee. Et donc tout ça, le but du jeu, c'est de minimiser la complexité de croissance. Et donc avec les bonnes personnes, au lieu d'avoir une culture du process, ils ont une culture du contexte. Et est-ce que la liberté est absolue? Bien sûr que non, la liberté n'est jamais absolue. C'est comme free speech, le free speech est pas. Donc il y a deux types de règles qui sont nécessaires et deux process qui existent à Netflix. C'est tous les process qui sont là pour éviter des désastres irrévocables. Là, on ne laisse pas la liberté aux gens. Par exemple, la gestion des cartes de crédit chez Netflix n'est pas en mode libre. Il n'y a pas un type qui peut venir et dire « Ah ouais, tiens, j'ai une idée, je vais implémenter un nouveau système de carte de crédit. » Non, ça c'est hyper discipliné. Et tout ce qui transgresse la morale, l'éthique et tout ce qui est légal. On ne fait jamais rien d'illégal à Netflix. Il donne même une définition du good et bad process pour expliquer aux gens. Et donc tout ça pour en arriver où? Ça c'est typique des cultures. Netflix avait, comme toutes les sociétés, des vacances policy très complexes. Et en fait, ils ont décidé de la remplacer par cette politique qui s'appelle There is no policy and no tracking. C'est-à-dire qu'à Netflix, vous pouvez prendre des vacances quand vous voulez, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens prennent 2 fois moins de vacances. Pourquoi? Parce que Netflix vous dit, nous on est un environnement de très haute performance, si tu veux prendre plus de vacances, finalement tu n'as qu'à aller ailleurs. Par contre, si tu sens que tu as besoin de vacances, c'est ton problème, prends des vacances, il n'y a pas de problème. Du moment que tu arrives à organiser toi-même la transition de ton job. Donc vous voyez comme la responsabilité des gens peut être à double tranchant. Mais encore une fois, il y a une logique profonde de la part de Netflix derrière tout ça. Dont une logique, par exemple, c'est que jamais j'irai apply pour un job à Netflix. Et je pense que le nombre de gens qui ont décidé de ne pas apply à Netflix après avoir lu ce slide est considérable en fait. Parce que vous vous rendez compte, c'est un environnement extrêmement particulier. Mais c'est aussi ça le but. Une culture réussie, c'est une culture qui clive. Forcément. Une culture réussie, c'est une culture radicale. Si votre culture, quand vous la racontez, tout le monde vous dit c'est génial, il y a un problème. Il doit forcément y avoir des gens qui réagissent de façon épidermique à la culture que vous voulez développer. Voilà, vous lirez en détail le slide. C'est un environnement très dur. Tous les gens qui bossent chez Netflix te disent que c'est comme être dans la NFL ou la NBA, c'est-à-dire que tu n'as pas de vacances, tu dors pas, machin, mais que c'est une formation extraordinaire et beaucoup de gens le vivent comme ça. Beaucoup de gens se disent je vais aller passer 3 ans ou 4 ans chez Netflix et puis après j'irai me reposer et valoriser ça ailleurs dans une autre boîte. Et les anciens employés de Netflix sont hyper recherchés sur le marché. Par exemple, je vous le dis parce qu'il faut le savoir, ce genre de choses. Si vous êtes passé chez Google, c'est hyper dur de trouver un boulot après. C'est un signal hyper négatif d'avoir bossé chez Google. Pourquoi? Parce que Google a des moyens qu'aucune autre boîte n'a. Et beaucoup de gens se disent on ne pourra jamais leur offrir l'environnement qu'ils ont chez Google. Il y a une génération incroyable de gens qui foutent rien chez Google en ce moment, hyper talentueux et qui sont en train de se ramollir, qui est énorme en fait. Et moi, je connais beaucoup de recruteurs qui en off te disent putain, j'ai recruté un ancien Googler. Alors évidemment, tout ça c'est statistique. C'est pas évidemment que les gens qui sont passés chez Google trouvent quand même du travail. Mais c'est un signal qui est dur. Alors que Netflix, à l'inverse, tout le monde se dit si tu performes qu'à moitié de ce que tu performais dans l'environnement Netflix, ça vaut le coup de te recruter en fait, parce que ce sera quand même plus que la norme. Une culture, ça se construit dans le temps, ça se décrète pas le premier jour. C'est quelque chose qui se vit de façon organique et incrémentale. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Personne ne décide d'une culture dès le premier jour. Il y a une seule chose que vous devriez avoir le premier jour en tête en termes de culture, c'est pourquoi vous faites une boîte. Alors, voilà. Ah oui, vous voyez rien. Putain, décidément. Il y a un cercle qui s'appelle Why, What, How. C'est une vidéo sur TED. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Hugo vous l'enverra. C'est une vidéo sur TED qui explique les trois cercles du sens d'une entreprise d'après lui. Il dit toutes les grandes entreprises, elles savent expliquer pourquoi elles font ce qu'elles font. De ça en découle un qu'est-ce qu'elles font. Et de ça découle un comment elles le font. Mais comment elles le font compte très peu. Apple, ils veulent faire les plus beaux produits dans le monde.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ordinateurs, des téléphones, des machins. Comment ils font? Un iPhone, machin. Mais ils pourraient faire tout autre chose. Il n'empêche que ce qui est structurant et fondamental chez eux, c'est de faire les plus beaux produits dans leur définition de beau. À la fondation, il faut absolument définir votre why. Il faut faire ce travail du why. Et le why, franchement, n'ayez pas honte d'avoir des why pas avouables. Il faut juste les admettre et les communiquer. Beaucoup de gens font une entreprise pour devenir riches. En France, on dit « Ah, il ne faut pas que ce soit pour que l'argent, machin ». C'est de la connerie. C'est une très bonne raison. Ce n'est pas la seule bonne raison. Il y a plein de bonnes raisons de faire une entreprise à part être riche. D'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui compte, c'est qu'il vaut mieux avoir une raison structurante et être porté par ça, et ça simplifie beaucoup les choses. Par exemple, si vous voulez être riche et que c'est la raison pour laquelle vous voulez faire une boîte, forcément, vous prendrez toujours des décisions en faveur de l'argent à court terme par rapport à l'argent à long terme. Et au moins, si vous l'avez communiqué clairement aux gens autour de vous, vous n'aurez pas des débats infinis avec les gens qui travaillent avec vous. Le problème, c'est de vouloir secrètement l'être et le dire à personne et dire « oui, je fais ça pour le bien de l'humanité ». Puis les gens se rendent bien compte que ce n'est pas le cas et c'est gênant en fait. Parce que vous attirez des gens en les trompant, puis après les gens vous en veulent. Et puis, alors que si vous êtes Wolf of Wall Street, regardez Wolf of Wall Street. C'est un film sur la culture d'entreprise. J'avais pas pensé à celui-là, c'est ça qu'on aurait dû regarder. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas ce film, mais c'est évident que c'est un type qui a pensé une culture avec un seul objectif, que les types soient sans foi ni loi. Il n'y a rien d'autre comme objectif. Le but du jeu, c'est d'être sans foi ni loi, parce qu'il faut vendre de la merde à des cons, et donc il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, il ne faut pas que la main tremble au moment où on vend. Et dès la première scène, on voit comment la culture est bâtie. D'ailleurs, il y a même une scène où il le dit, il lui dit pas « understand ». This guy needs to live the life I have. Bah oui, forcément, parce que c'est comme ça. Vous savez, c'est la scène où, si vous l'avez vu, désolé pour le spoiler, mais il y a une scène très drôle où le père du type vient avec la note American Express et lui dit de justifier les dépenses professionnelles sur sa carte professionnelle. Et il y a plein de dépenses qui, de toute évidence, n'étaient pas professionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, c'est que le pourquoi est la chose la plus fondamentale. Le what et le how, ça change. Le why, ça doit être quelque chose de stable, ça doit être quelque chose de fondamental, ça doit être quelque chose qui est là pour longtemps. Parce que c'est quelque chose qui va vous tirer. En fait, en économie, ça a même un nom, tout ça, ça s'appelle le mécanisme design. Si vous voulez lire des choses intéressantes, vous pouvez aller lire la page mécanisme design sur Wikipédia. C'est toute la théorie qui imagine que les incitations que vous mettez en place changent la culture des gens. Un des exemples de mécanisme design récent, c'est l'Argentine. L'Argentine, c'est le pays d'Amérique du Sud le plus honnête et avec le taux de corruption le plus faible d'Amérique du Sud. Les Argentins étaient extrêmement arrogants vis-à-vis des Brésiliens, les corrompus, vis-à-vis des Paraguayens, les incompétents, etc. La crise économique est venue, l'inflation est passée par là, tous les problèmes qu'on a, d'évaluation, blablabla. Aujourd'hui, l'Argentine est le pays le plus corrompu d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des gens qui avaient une culture extrêmement germanique, de l'intégrité, de la probité, de l'honnêteté, a pu passer de, c'est le fin fond de la Chine campagnarde où on ne peut rien faire sans payer un pot de vin. Il faut payer des pots de vin sur les pots de vin. Et c'est une situation dramatique. Parce qu'à un moment donné, les structures et les règles que vous mettez en place comptent beaucoup plus que la prétendue culture des gens. Il y a un très bel article par le papa d'Alice sur ce sujet-là, sur le génocide du Rwanda, sur la question de comment des hommes ordinaires peuvent venir et massacrer 800 000 personnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, ne l'oubliez jamais. Si vous voulez être entrepreneur, il faut que vous compreniez que la culture dans votre entreprise, c'est quelque chose qui se programme. Et alors, une façon de programmer, encore Facebook, parce que décidément, ils sont vraiment plus bons que les autres, ils ont créé un truc qui s'appelle le One Mile Rule. Ils donnent 2000 $ par mois, quel que soit votre salaire, si vous vivez à moins de 1 mile du siège. Le siège a déjà changé 6 fois de place en 10 ans. Vous avez des migrations énormes de gens à chaque fois que le siège change de place. Et 2000 $ par mois, quand vous en gagnez 4, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Et pourquoi? Parce que Facebook veut que les gens soient proches, se connaissent
et ça crée une forme de communauté. Donc vous voyez comme un élément de mécanisme design peut avoir un impact énorme sur votre entreprise. Il y a un moment, la culture, c'est ce qui coûte le plus cher dans votre entreprise, forcément. À The Family, on mange beaucoup. Un élément important de notre culture, parce que ça représente plein de choses qu'on essaie, partage, machin. Et forcément, d'un point de vue comptable, si vous regardez ce qu'on dépense annuellement en nourriture, n'importe quel contrôleur de gestion sain sur Terre se dirait vous êtes psychopathes, les gars. Enfin, mais encore une fois, la culture, c'est ce qui coûte le plus cher. Parce que la culture, et ben voilà, c'était ma transition. Parce qu'on ne peut pas avoir de vision et on ne peut pas bâtir de vision si on n'a pas une culture qui est compatible avec. Donc j'insisterai jamais assez là-dessus. Travaillez au maximum pour être cohérent vis-à-vis de votre culture et travaillez au maximum pour faire quelque chose qui puisse s'exprimer et se communiquer et qui fait que les gens qui seront avec vous seront parfaitement alignés avec qui vous êtes et ce que vous voulez devenir. Est-ce qu'on est en train de construire une société indépendante ou est-ce qu'on est en train de construire une société qu'on veut revendre? On ne peut pas faire l'un ou l'autre. Et entendons-nous bien là-dessus. Si vous avez comme ambition de construire une société indépendante et qu'à la fin vous la revendiez parce que vous jetez l'éponge, c'est une chose. C'est pas grave. Ça arrive. C'est par exemple PayPal. PayPal, leur but, c'était de créer une monnaie virtuelle. C'était de créer une monnaie virtuelle qui remplace les monnaies dans le monde. Bon, bah, ça a été revendu à eBay pour faire des transactions. C'est raté. Mais c'est pas grave, parce que l'ambition, elle était là, et que tous les gens qu'ils ont attirés étaient autour de cette ambition. Après, cette ambition peut disparaître. Donc, vraiment se mettre d'accord, est-ce qu'on est là pour durer, ou est-ce qu'on est là pour faire un coup? Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Par exemple, moi je conseille souvent à des startups dans leur première boîte de se mettre en position de faire un coup. Parce que la première fois, c'est quand même vachement... C'est un peu comme si vous étiez écrivain et que vous vous dites mon premier roman sera un chef-d'œuvre qui sera encore lu dans 1000 ans. Vaut mieux en écrire quelques-uns et pour se mettre en position de pouvoir se permettre de faire un chef-d'œuvre. Jean-Baptiste Rudel, qui m'a marqué avec ça, il a dit qu'il n'aurait jamais fait Criteo s'il n'avait pas vendu sa première boîte 10 millions. Parce qu'il y a plein de moments dans Criteo où il a pris des décisions irrationnelles, mais qui pouvaient rapporter beaucoup. Et il l'a fait parce qu'il avait 5 millions sur un compte. Et qu'il ne voyait déjà pas comment il allait dépenser ces 5 millions. Pour lui, c'était déjà beaucoup plus d'argent que ce qu'il aurait jamais eu besoin dans sa vie. Donc il a pu jouer au jeu de bah, je vais essayer de devenir milliardaire parce que finalement l'argent compte pas pour moi. C'est un peu comme si je ne sais pas si vous avez déjà joué au casino, mais c'est un peu la même chose que si vous avez gagné, je sais pas, par exemple vous jouez 100 € au casino et vous gagnez 800 €. Il y a deux attitudes. La première attitude, c'est se dire putain, j'ai gagné 700 € de bénéfices, ça vaut vachement le coup, j'arrête là. Et puis il y a l'attitude de se dire franchement 700 €, ça change pas grand-chose dans ma vie. Par contre, si je rejoue ces 700 € à la roulette en mettant vraiment des gros jetons sur les numéros et qui sortent, bah, je peux gagner 750 000 €. Et ça, 750 000 €, ça change quelque chose à ma vie. Je n'ai qu'une chance sur 32 de le faire, mais si ça arrive, je serai content. Et bah, par exemple, moi, à chaque fois que je joue au casino, c'est ce genre de choses que je fais. Parce que 700 €, ça ne changera rien à ma vie. 750 000, c'est marrant. Et faire une startup, c'est la même chose. Vous serez toujours amené à des moments où vous aurez pris quelque chose à zéro, vous aurez quelque chose, et la question c'est est-ce que vous remettez sur la table ou est-ce que vous ne remettez pas? Et remettre sur la table, c'est pas quitte ou double. Remettre sur la table, c'est zéro ou double. Et en plus, un zéro psychologique dur parce que vous aviez quelque chose et vous dites putain, j'étais con. Donc ça, c'est possible que si on a une vision. Deuxième sujet qui fâche, typique, les recrutements. Vous n'imaginez pas le nombre de cofondateurs qui se déchirent à cause de recrutements ratés. Il faut faire très attention à ça. Vous savez, dans les couples, les problèmes viennent souvent de l'extérieur. Et c'est des éléments, je sais pas, c'est la famille, c'est machin. Et ça peut créer des tensions énormes, en fait. Parce que vous n'avez pas réussi à créer un lien suffisamment fort dans le couple pour être protégé de n'importe quoi dehors. Ah, ma belle-mère m'aime pas, c'est terrible, je t'en veux. Bon. La troisième chose, c'est est-ce qu'il faut lever de l'argent ou pas?
Quatrième chose qui déchire souvent les fondateurs, c'est le produit n'est pas prêt alors que c'était ta responsabilité. Ou n'importe quelle question, c'est de ta faute. Le c'est de ta faute, si vous rendez responsable d'une erreur qui que ce soit dans votre équipe fondatrice, vous n'êtes plus une équipe fondatrice. C'est fini. Par exemple, si vous travaillez sur un produit, c'est courant avec le produit parce qu'en général ça arrive tôt ce genre de conneries. Vous travaillez sur un produit, le produit doit sortir le 1er juin et le 1er juin il n'est pas prêt. Vous avez deux attitudes, même si vous ne codez pas. L'attitude numéro 1, c'est de rendre responsable celui qui code et de dire c'est ta faute. Tu n'as pas délivré ce que tu devais délivrer. La vraie attitude, c'est d'anticiper et de dire bon, je sais que je ne sais pas coder, mais est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour t'aider à aller plus vite? Est-ce que je peux faire des recherches? Est-ce que je peux faire des tâches répétitives qui te font chier? Est-ce que je peux machin? Pour qu'on essaie de rattraper le retard. Vous voyez la différence entre attitude? Parce que dans une attitude, vous vous sentez autant responsable. Et d'ailleurs, dans cette attitude-là, vous dites putain, on est en retard parce qu'en fait, je suis incompétent, je ne sais pas coder. Et ça, c'est la bonne attitude. Dans l'autre attitude, c'est putain, espèce de con, t'es pas capable de faire ce que je te demande de faire. Et en général, ça commence petit ça et ça finit mal. Les hackers in a cage finissent mal. Les hackers in a cage, c'est quand vous avez un type qui a une idée business et il trouve un développeur qui n'en a juste rien à foutre du business et qui veut juste développer sa techno et qui fait ça tranquillement dans son coin et qui le jour où il en a marre de faire ça, il ira le faire pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la pire situation sur Terre parce que ces situations finissent toujours mal. Parce que si l'un de vos cofondateurs n'est pas aussi impliqué dans le business, vous savez, souvent l'excuse, c'est de dire « Ah oui, mais moi, j'y connais rien au business ». Mais si tu ne connais rien au business, pourquoi fonder une boîte? Qu'est-ce que ça veut dire ne rien y connaître au business? Personne n'est né en y connaissant quoi que ce soit au business. Ça veut juste dire que quand vous êtes cofondateur technique, il faut autant vous intéresser au business que les autres. Un exemple fascinant, c'est Max Levchin avec PayPal. Max Levchin avait cette attitude au début. Peter Thiel, c'est le businessman, et puis moi, je suis le type qui code. Puis je code ce qu'il me dit de coder, puis bon, même quand ça fait pas sens, parce que de toute façon, j'en sais rien. Et puis Peter Thiel s'est fait virer, parce que ça n'allait pas. Et il y a Elon Musk qui a été nommé CEO de PayPal. Et Elon Musk déteste Max Levchin et ils ont commencé à se prendre le chou. Et donc Max Levchin a été forcé de s'intéresser au business et il s'est rendu compte que le problème business fondamental de PayPal, c'était la gestion de la fraude. Et qu'il y avait une solution technique à ça, alors qu'eux essayaient d'apporter une solution business. Et ce qui a sauvé PayPal, c'est d'être la première société à avoir une solution business, technologique à la fraude et non pas une solution business. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'une équipe fondatrice soit intéressée par l'aspect du travail des autres, même si elle n'est pas compétente. La compétence n'est jamais un argument. C'est pas, c'est pas parce qu'on s'intéresse à un truc qu'on doit le faire. J'ai envie ici que ce soit propre, c'est pas pour ça que je fais le ménage. Mais je sais ce que ça coûte de faire le ménage. Et j'irai pas me plaindre si le ménage n'est pas fait en 2 heures et je sais très bien qu'il faut plutôt 6 à 7 heures pour faire le ménage dans un endroit comme ça. Vous voyez la différence entre comprendre et faire? Je pense que dans une startup, le management, ça n'existe pas. Quand tu es 3, 4, 5, c'est des conneries le management. Tu n'as pas besoin de manager à 5. C'est une question de culture. Et souvent, en fait, il y a un mismatch de culture entre les gens qui rejoignent la startup et les gens qui font la startup. Les gens qui rejoignent la startup, c'est pour de mauvaises raisons. C'est des trucs du genre... moi, à chaque fois qu'il y a un type qui apply un job as a family et qui me dit « Ah ouais, j'ai envie de rejoindre une petite équipe plutôt qu'une grosse boîte, parce que je préfère l'ambiance des petites équipes. » Moi, j'entends, je préfère ne rien glander. Je prends pas. Il ne faut pas croire que dans une startup, sous prétexte que c'est petit, c'est plus cool. C'est affreux, les startups comme environnement. C'est affreux parce qu'il faut tout faire soi-même. Donc, résultat, souvent, et puis de l'autre côté, les fondateurs vendent mal le boulot. On a eu un cas, c'était Bunker. Bunker, un jour, il vient en office hour, il me dit « Ouais, c'est pas juste, il n'y a personne qui reste après 17 h le soir. Avec Edouard, on se défonce. Mais il n'y a personne d'autre qui se défonce. C'est tous des cons, c'est salariés français. Ah, si on était aux US, machin. » Et il s'est fait défoncer. Je lui ai dit, mais Alexis, tu leur as dit que tu voulais qu'ils restent jusqu'après 17 h? Il dit, bah, comment ça? Je dis, mais t'as chopé tes types et tu leur as dit, les gars, il y a un problème, on est dans la merde, dans 2 mois, on n'a plus d'argent sur le compte. Je lui dis, il y a quelqu'un dans tes employés qui est au courant que dans 2 mois, tu n'as plus de cash? Il me dit, non, même Edouard, il n'est pas au courant.
Et il a pris son courage à deux mains, il est rentré. Il m'a dit, bon, je savais pas quoi faire, je suis monté sur la table, je me suis dit, ça me donnerait de la prestance. Et il est monté sur la table, il leur a dit, les gars, dans 2 mois, il n'y a plus de cash. Et il m'a dit, putain, à ce moment-là, je me suis dit, ils vont tous se barrer. Et ils m'ont dit, putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bah les gars, il faudrait déjà arrêter de partir à 17h le soir, parce que là, on est dans la merde. On est censé finir le produit il y a 4 semaines, et le produit, il n'est pas fini, et on est en retard, machin. 3 jours après, il était fini le produit. 3 jours. Parce que d'un seul coup, les mecs se sont dit, putain, mais c'est grave ce qui se passe. Et pourquoi? Parce que Alexis était dans cette attitude très courante chez les first-time entrepreneurs. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un, c'était ouais, j'ai vu le mec de TechCrunch, ouais, c'est machin, ouais, c'est trop cool, ouais, tout va bien, ouais, t'inquiète pas, tout va bien. Comment tu veux que les gens t'aident si tu leur dis pas que t'es dans la merde? Personne va venir t'aider si tu dis écoute. Et en plus, ces types se disaient c'est dingue, hein, on fout rien et tout va bien. Il y a un de ses employés qui lui a dit ça, qui lui dit ouais, j'étais vachement étonné en fait. Donc tu vois comme la communication et la création d'une culture. Et aujourd'hui, Bunker, attends, est-ce que je l'ai? Parce que ça, c'est extraordinaire. Ils ont fait un slide pour leur premier recrutement, qui ne sont pas des stagiaires, quoi, des vrais recrutements. Et donc, ils ont été super loin, parce qu'ils ont dit At Bunker, we nourish every day our warrior soul. By tackling giants, we know that the game will be long, but we believe in all of us to win this enormous challenge. It's in our DNA to change things, to every day improve our lives, and we are ready to make the necessary sacrifice for our convictions. In David vs Goliath, we have chosen our side, and we are pretty sure we will kill Goliath. Et ensuite, ils ont mis une vidéo de 300. Vous voyez, il faut l'assumer, hein, parce que 99% des gens se diraient, mais je vais pas mettre ça, je vais passer pour un con. Je vais pas recruter un type en lui disant, ouais, ici tu es à Sparte, et à chaque fois qu'on fait une réunion, on crie « Oh, oh !» 99% des profils seniors qui voient ça se disent, mais c'est quoi, c'est con. Sauf que je peux vous dire que les 3 premières personnes qu'ils ont recrutées et qui ont vu ça, ils sont à donf. C'est que forcément, ça a créé une sélection des gens qui peuvent accepter l'offre, mais les gens qui ont accepté l'offre. Et alors pourquoi Bunker a besoin de cette culture guerrière? Parce qu'ils veulent tuer PowerPoint. Si par exemple Air Detox avait ce slide pour recruter, bah, je peux vous dire que Air Detox, vu que vous avez vu Air Detox aussi, bah, Air Detox, ils auraient personne dans leur boîte et ce serait la pire expérience du monde. Si les types d'Air Detox étaient là, ouais, on va tous vous niquer. Enfin, tout de suite, ça n'a plus de sens en fait. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement contextuel et que les questions de management, elles sont aussi bêtes que ça dans les startups. Tu partages toute l'info, tu ne partages aucune responsabilité. La justification sur le fait que tu aies 20% et eux 0, et qu'ils aient un salaire et peut-être pas toi, elle vient du fait que tu as quelque chose d'incroyable qui est la liberté et la responsabilité. Par contre, l'information, il n'y a rien de pire que de ne pas la partager, et notamment sur les problèmes. C'est pas parce que tu partages l'information que tu es une démocratie. C'est pas, après, tu as des boîtes qui sont plus ou moins démocratiques. Exactement. Après, encore une fois, c'est pareil. Tout dépend du marché que tu attaques, du type de profil. Imagine un cabinet d'avocats dirigé par un dictateur. Pourquoi les cabinets d'avocats sont hyper consensuels? Parce que les cabinets d'avocats sont des choses où c'est des partnerships, où les gens sont associés, ils ont besoin de parler entre eux, parce qu'aucun d'eux ne peut servir tout le monde. Chez Apple, le design, il est fait par 15 personnes. Point. Point. Et c'est l'équipe la plus importante. Si l'équipe design dit à l'ingénierie ça va pas, l'équipe ingénierie change. Tu vois la différence? Donc il y a des modèles dictatoriaux qui fonctionnent bien, il y a des modèles démocratiques qui fonctionnent bien, puis au milieu de ça, tu as une palette de gris énorme et de couleurs énormes. L'état d'esprit d'un premier employé, c'est quelqu'un qui veut vivre une aventure entrepreneuriale sans prendre de risques, autre que le salaire. C'est une très bonne place, hein. Franchement, pour pour plein de raisons, c'est pas mal de rejoindre une startup très très tôt parce que c'est souvent bien payé en actions. Parce que les gens touchent entre 1 et 3%, les tout premiers, alors qu'ils ont un salaire. Quand on regarde le ratio risque, emmerde, argent, les 10 premiers employés, c'est le top incroyable, hein. Parce que tu n'as aucune des responsabilités importantes de décision, de machin, qui font que ta vie est un enfer. La culture dépend des fondateurs. Et il y a intérêt que les fondateurs soient compatibles avec le business qu'on vise. Et que le premier test, et je vous en ai parlé, et je pense que c'est vraiment, première question à se poser, c'est est-ce que
Je vous avais raconté le coup du type qui voulait faire des jeux vidéo et qui savait ni dessiner ni programmer. Cette semaine, j'ai eu encore mieux. J'ai eu un type mal habillé, mal peigné, et qui m'a expliqué que la mode, c'était super important, et qui voulait lancer un concept dans la mode. Et il m'a montré un site, mais j'ai jamais vu un truc aussi moche. Et il m'a dit, ouais, c'est révolutionnaire, personne ne fait ça dans la mode. Et je lui ai dit, s'il te plaît, mais enfin, rends-toi service, quoi. Arrête. Je dis très très rarement ça, mais rends-toi service, arrête. Tu te rends pas compte de ce que tu fais. Soit tu vas te peigner, tu vois, et tu vas t'acheter un costard cintré et tu passes, je sais pas, 1 ou 2 ans à travailler dans une maison de luxe pour être plus propre et sentir meilleur, quoi. Soit tu fais quelque chose où c'est pas grave d'être comme ça. Et il y a plein de choses. En plus, ce type était incroyable techniquement. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit, ouais, mais c'est un marché énorme. Je dis, mais qu'est-ce que t'en sais? Enfin, t'as déjà acheté un vêtement? T'as déjà acheté un vêtement à une copine? Enfin, tu les as récupérés ces vêtements, me mens pas. Enfin, donc, et ça, ça c'est mon plus grand mystère. C'est comme ces conneries d'intelligence. On dit, ah, il y a des gens intelligents, il y a des gens pas intelligents. Moi, ma maman, elle m'a dit, il faut jamais évaluer un saumon à sa capacité à monter un arbre. Un saumon, oui. Un saumon, ça monte pas un arbre. Un chimpanzé, oui. Si tu dis, écoute, on va faire un truc, tu vois, tu prends un chimpanzé, un saumon, une girafe et un léopard, et tu leur dis, voilà, il faut monter en haut de l'arbre, c'est égalitaire, c'est un test, vous passez tous le même test. Bah, évidemment, le léopard et le chimpanzé vont y arriver. Il y a peut-être un doute entre les deux de qui va y arriver. Le chimpanzé sera sans doute le premier, le léopard le deuxième. Puis la girafe et le saumon, ils vont se planter. Imagine une girafe qui essaie de monter un arbre. Et je comprends pas pourquoi dans l'entrepreneuriat, il y a autant de girafes qui essaient de monter des arbres. Je comprends pas. Alors qu'il y a plein de feuilles à récupérer d'eucalyptus hyper succulentes ailleurs, quoi. Qui est le rêve de toute girafe.